Elle avait votre acide désoxyribonucléique du sperme masculin dans sa culotte. Je n'aimais pas son regard sur elle. On ne vous raconte pas de conneries sur cette affaire. Tu peux venir ici une seconde? C'est comme ça qu'il la regardait. Je suis désolé, je dois faire ce qu'il faut pour cette fille et sa famille. Un mercredi ordinaire à Jacksonville, Floride, Iana Sawyer, 16 ans, a pris le bus scolaire comme d'habitude pour se rendre au lycée Terry Parker avec sa petite sœur. Leur mère est partie travailler comme d'habitude. À la fin des cours, à 14 heures, la petite sœur a remarqué qu'Iana n'était pas montée dans le bus scolaire avec elle. C'était très inhabituel pour Iana, une personne d'habitude, casanière et excellente élève. Elle avait une routine, l'école, la maison, chez sa tante Naomi et parfois son travail au Chick-fil-A, c'était tout. C'est en ce jour apparemment ordinaire, le 19 décembre, à seulement une semaine de Noël, qu'une adolescente portant un terrible secret a disparu, laissant une famille autrefois unie, brisée par la révélation choquante de ce qui lui est arrivé et pourquoi. Voici Victor. Rejoignez-moi alors que j'enquête et que j'analyse l'anatomie de ce crime. SS a appelé et envoyé des messages à sa grande sœur, mais il n'y a eu aucune réponse. Elle a aussitôt appelé sa mère, qui travaillait de longues heures dans le médical. Kimberly Mobley, sa mère, a senti un problème et s'est précipitée à l'école. Elle a aussi appelé sa sœur et les tantes de Diana pour aider à la chercher. La tante Diana, Margie Mobley, s'est précipitée à l'école et a passé l'appel au 911. Jacksonville 911, pouvez-vous répéter l'adresse? Ça tombe directement sur la messagerie vocale. Son téléphone ne va jamais sur la messagerie vocale. Vous pensez qu'il y a eu acte criminel? Je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas son genre. C'est vraiment inhabituel pour elle. Et si moi je t'appelle parce qu'il y a un problème, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Iana, une étudiante en deuxième année, était connue comme une élève dévouée. Elle obtenait constamment des A et était en bonne voie pour obtenir son diplôme en avance. Ayant reçu plusieurs bourses pour son excellence académique, elle ambitionnait de devenir médecin ou avocate, témoignant de sa détermination et de son engagement envers ses études. Iana adorait danser, avait un sens de l'humour déjanté et était incroyablement déterminée, selon sa petite sœur. Elle était l'aînée de 4 enfants. Après la séparation de ses parents, elle a vécu avec sa mère, ses frères et sœurs, ainsi que ses tantes et grands-parents maternels proches. La famille élargie était très soudée. Iana était très aimée par sa famille, y compris ses parents, grands-parents et tantes. Chaque été, elle séjournait chez ses grands-parents en Géorgie, qui avaient ouvert un compte pour Iana et sa sœur afin de leur donner de l'argent de poche. Ils réglaient aussi les factures de portable des filles. Tous les adultes autour d'Iana étaient très présents. Iana adorait la gamme de produits roses de Victoria's Secret et possédait beaucoup de leurs articles. C'était sa collection la plus précieuse. Cependant, Iana cachait beaucoup de secrets à sa famille. La première était qu'elle était enceinte, un secret qu'elle avait gardé pour sa famille, élargi jusqu'à tout récemment. Elle leur avait annoncé seulement 2 semaines plus tôt, le 3 décembre pour être exact, et elle avait informé ses grands-parents paternels un peu avant cela, en octobre. Ils lui avaient conseillé d'en parler à sa mère. Iana a choisi de le garder pour elle jusqu'au 3 décembre. Lorsqu'elle a annoncé la nouvelle, elle a refusé de révéler l'identité du père. Après avoir été poussée, elle a finalement donné le nom José, le décrivant comme portoricain et métis. Personne n'avait jamais entendu parler de ce José auparavant. Sa mère, Kimberly, était d'abord bouleversée et choquée. Personne, y compris elle-même, ne savait qu'Iana allait avoir une quelconque relation. Malgré le choc, Kimberly a accepté la grossesse d'Iana et la famille s'est réunie autour d'elle. Ils ont même choisi un prénom pour le bébé, Hazel Michel. Mais le mystère demeurait. Qui était ce José et pourquoi Iana était-elle si évasive chaque fois que quelqu'un lui posait des questions à son sujet? Quand on l'interrogeait, Iana se retirait ou changeait de sujet. Pourtant, ils étaient tous solidaires. Kimberly avait déjà pris rendez-vous avec un gynécologue obstétricien pour le 13 décembre et y était allée avec sa fille. C'est à ce rendez-vous que Kimberly a eu un autre choc. Elle a appris qu'Iana était déjà enceinte de 22 semaines. 5 mois de grossesse, accouchement prévu le 12 avril 2019. Iana avait dissimulé sa grossesse en portant des vêtements amples, expliquant pourquoi cela était resté inaperçu. Mais à l'approche de son 3e trimestre, cela ne pouvait plus être caché.
Kimberly a commencé à faire le calcul et, connaissant le cycle d'Iana, elle a remonté le temps pour déterminer exactement quand sa fille était tombée enceinte. Cela aurait été entre juillet 2018, quand Iana n'avait que 15 ans. Ce mois-là, les deux sœurs passaient l'été chez leurs grands-parents paternels à Columbus, en Géorgie. Elles sont revenues le 7 juillet pour l'anniversaire de leur grand-mère. Mais cette nuit-là, Iana n'est pas restée à la maison. Elle a passé la nuit chez tante Naomi. Naomi, sœur aînée de Kimberly, était mariée à Jonathan. Kimberly se demandait qui Iana avait rencontré cette nuit-là, surtout lors d'un événement familial. Kimberly repensa à quelques mois plus tôt. Son fils lui avait dit qu'Iana avait eu une liaison avec leur voisin Kamar Humphrey, 20 ans, en mars de cette année. Iana était chez Kamar lorsque cela s'est produit. Kimberly avait été furieuse, un homme adulte profitant de sa fille mineure. Elle a emmené Iana à la police pour signaler le crime. Kamar avait été sournois, jouant au basket avec les enfants de Kimberly pour se rapprocher de sa fille de 14 ans. Kamar finirait par déménager, mais Kimberly se demandait si cela pouvait se reproduire. Est-ce qu'Iana s'est faufilée hors de la maison de tante Naomi pour rencontrer un autre homme? Quand ils ont signalé la disparition d'Iana à la police, l'affaire a d'abord été confiée à la patrouille, qui enquête jusqu'à 10 jours. S'ils soupçonnent quelque chose de plus grave, un détective est alors appelé. Le 21 décembre, seulement 2 jours plus tard, l'unité des personnes disparues a commencé son enquête. Les vidéos du 19 décembre montraient Iana quittant le lycée Terry Parker plus tôt ce jour-là, permettant aux enquêteurs de retracer la chronologie de sa disparition et ses derniers déplacements. La vidéo de surveillance a confirmé qu'Iana avait quitté l'école vers 11 heures du matin. Iana porte un sweat à capuche blanc et rose, un jean bleu clair, des Adidas noirs et blanches et 2 sacs de sport. Pourquoi un autre sac? Ce n'était pas son habitude. Voulait-elle s'enfuir? Cependant, il n'y avait pas d'autres images de vidéosurveillance, ce qui laisse incertain qui, si quelqu'un, l'a prise en charge. Les recherches. Depuis la disparition de Iana, sa famille a fouillé ses affaires et tous les lieux possibles. Kimberly a contacté tous ses amis. Famille et police appellent le public à signaler toute information sur sa localisation. Ils l'appelaient sans obtenir de réponse de Iana. Alors que les recherches s'intensifiaient, sa piste devenait de plus en plus froide. Elle était injoignable, son téléphone et sa présence en ligne introuvables. Kimberly Mobley avait pris l'initiative de fouiller la chambre d'Iana à la recherche d'indices sur la raison de la disparition de sa fille ou sur l'endroit où elle aurait pu aller. Iana partageait une chambre avec sa petite sœur, SS. En regardant autour d'elle, Kimberly remarqua que certains vêtements d'Iana, y compris ses sous-vêtements Victoria's Secret et ses habits de tous les jours, manquaient. Elle a immédiatement prévenu la police. Kimberly a fouillé toutes les affaires d'Iana, ses livres, ses chaussures, cherchant un indice. Puis, dans le placard, elle a trouvé quelque chose qui a attiré son attention. Une boîte à chaussures avec des pilules de plantes, du persil et du donkey. Certains pensent à tort que de fortes doses de ces herbes causent un avortement. Le 30 décembre, l'affaire a été confiée à un détective de la brigade des homicides, car la police soupçonnait plus qu'une simple disparition. Le détective a consulté les registres des bus et taxis sans trouver de preuves qu'Iana les ait utilisés. Il était hautement improbable que quelqu'un l'ait prise en voiture. Était-ce ce mystérieux José, ou bien avait-elle marché assez loin pour prendre un bus depuis un autre endroit? Cela semblait improbable. Elle était enceinte et portait 2 sacs. Non, quelqu'un a dû la prendre en voiture. Le principal suspect était sans doute celui qui l'avait rencontrée. Quelqu'un qu'elle connaissait. Quelqu'un qu'elle attendait. Son enlèvement restait possible, mais semblait peu probable en plein jour. Une chose était claire, elle a quitté son école de son propre gré et cela semblait prémédité. Le détective a également envisagé la possibilité qu'Iana se soit enfuie parce que la pression que sa famille exerçait sur elle pour qu'elle révèle l'identité du père du bébé était trop forte pour elle. Mais si elle prévoyait de s'enfuir depuis longtemps, n'aurait-elle pas pris ses 2 derniers chèques de paie de Chick-fil-A? Son absence d'empreinte numérique inquiétait. Son téléphone était éteint depuis sa disparition. C'est une adolescente, après tout, toujours sur son téléphone. L'inactivité de son téléphone était incompréhensible. Aucune activité sur son compte bancaire non plus. Sa trace s'était tue, comme si elle s'était tout simplement volatilisée. Le détective a commencé par interroger tous les membres de la famille et les amis.
en interrogeant Margie Mobley, la tante qui avait appelé le 911. Margie lui a dit qu'elle était aussitôt allée sur place et avait vérifié tous les itinéraires à l'école après avoir appris la disparition d'Iana. Ce même jour, elle a accompagné la mère d'Iana et elles ont fouillé tout ce qu'elles pouvaient dans la chambre d'Iana à la recherche d'indices. Son instinct lui disait qu'Iana était partie avec le père du bébé. Ensuite, l'entretien avec la meilleure amie d'Iana, Alberta. Elle a dit qu'Iana lui avait dit que son petit ami s'appelait José. C'était un jeune métis hispanique d'une vingtaine d'années, père d'enfants, qu'elle aimait follement. Elle a précisé que sa relation avec Kamal était seulement superficielle. Elle a dit être enceinte de l'enfant de José, mais ne pouvait en dire plus à cause des tensions à la maison. Les détectives ont enquêté sur ce personnage nommé José, mais aucun homme portoricain correspondant à la description n'avait été vu dans le complexe, les environs, ni quand Iana était tombée enceinte. Personne ne le connaissait, il n'avait jamais été vu, était-il réel ou simplement le fruit de l'imagination d'Iana, une invention aussi mystérieuse que sa disparition. Le détective a aussi enquêté sur Kamar Humphrey, dont l'alibi a été confirmé. Il était en déplacement professionnel lorsque Iana a disparu, ce qui l'exclut comme suspect. Et certaines des sœurs pensaient que José était un nom de couverture secret pour Oncle John. Sur la base de ces informations, la police a décidé de rendre visite à Jonathan et Naomi. Le 27 décembre, les tantes ont signalé à la police le journal d'Iana où elle déclarait aimer José. À cause de l'accusation dans le groupe, beaucoup croyaient que José était en fait Jonathan. D'accord, eh bien, laisse-moi finir ici, d'accord? Hé Jean, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma femme vient de me balancer tout un tas de merde. Après une brève discussion, ils demandent à Jonathan des nouvelles d'Iana et s'il sait quelque chose sur sa disparition ou son emplacement. Aucun signalement de disparition aujourd'hui. Est-elle ici ou était-elle là? Non, il n'y a pas, elle n'est pas, il n'y a aucun signalement d'enfant disparu aujourd'hui. Il identifie les deux dames près de lui, puis sa femme Naomi s'approche. Qui est c'est l'autre dame à côté d'elle? C'est sa sœur, et je crois que c'est la femme de ma sœur. D'accord, très bien. Tout ça vient de me tomber dessus, sur moi comme... Nous deux, j'essayais juste de faire signer un bail à un gars ici, et quand je reviens, je vois des voitures de patrouille devant ma fichue maison. Naomi saute directement à la défense de son mari. Je doute que mon mari soit capable de tout ça. Je travaille, tu sais, juste ici, tu sais. Et il y a des caméras partout? Partout, ouais, donc je suis là. Jonathan désigne alors l'une des sœurs comme la personne qui a tout déclenché. C'est elle qui envoie, qui montre aux agents. Oui, ce sont des accusations assez graves. Oui, tu m'en parles? Et c'est la raison. Parce que ma femme et moi, on ne parle même plus à aucun d'eux. Parce qu'ils ont commencé à lancer ces rumeurs il y a un moment. Tu sais, c'est comme... Il poursuit sa défense en évoquant le passé d'Iana comme explication possible. Elle a fini par se faire prendre avec le gars d'à côté. Et c'était un type beaucoup plus âgé. Ils ont inventé toute l'histoire comme quoi c'était moi qui les avais dénoncés pour elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste des ragots de dingue. C'est complètement fou. Je veux dire, au fond de moi, mec, je suis presque sûr qu'ils essayent de nous forcer à dire ces trucs-là. L'officier s'est approché pour parler à une sœur qui avait apporté quelque chose, ce qui a éveillé des soupçons sur Jonathan. C'est l'ordinateur portable de Iana et elle le remet à l'officier. D'accord, et ensuite? Viens, sors ici une seconde. Tu peux sortir ici une seconde? J'ai besoin de te parler. Le mot de passe est... Elle donne le mot de passe de l'ordinateur d'Iana au policier, puis le déverrouille elle-même. Comment y accédez-vous? Elle a son nom sur la corbeille ici. La corbeille? Oui, et elle a aussi d'autres notes sur le côté. Si un mot de passe est demandé, utilise celui de l'ordinateur. Elle les a verrouillés. Sur quel document c'est? Elle en a ici et là. Je n'ai pas tout parcouru. Va sur OneDrive et clique dessus, par exemple. Iana est très proche de ses tantes, au point de partager son mot de passe avec elle. Ce qui m'étonne surtout, c'est la quantité de fichiers importants dans sa corbeille. Se pourrait-il que la personne qu'elle a rencontrée ce jour-là lui ait demandé de supprimer ses fichiers?
Avec ces informations compromettantes, un degré de préméditation jusque-là inconnu apparaît. Partagez votre avis en commentaire. D'accord, donc tu veux que je revienne en arrière pour te montrer comment nous sommes entrés là-dedans? C'est beaucoup, donc je vais juste... ouais. Après avoir montré aux officiers comment accéder aux fichiers, ils acceptent de remettre l'intégralité de l'ordinateur portable à la police pour qu'il soit enregistré comme preuve. Pendant ce temps, un autre officier parle à Jonathan qui explique pourquoi ces femmes sont si paranoïaques et après lui. Eh bien, maintenant qu'ils ont commencé à consulter ces journaux, ils disent que c'est ce qu'ils font, ils disent que oui. Oui, c'est pour une disparition. L'officier tente de rassurer Jonathan en établissant un lien. Oh, mince. Parce que, croyez-le ou non, J'ai découvert des gens cachés dans des placards et sous des lits que je croyais disparus, mais ils étaient là tout ce temps. vous voyez, nous ne l'avons pas fait, aucun problème. Oui, n'avions aucun. Communication auparavant? Avec elle? De même, en retour, Jonathan compatit avec les officiers parce qu'il a été l'un d'eux. J'étais aussi dans le métier à New York. Ouais. Tu sais, je sais qu'on tombe sur des trucs fous comme ça. Ouais. Ils avaient littéralement leurs enfants pour un été à la fois. Et puis, tu sais, les week-ends. Tous ensemble. Et tu sais, si on avait su où elle était, on aurait été les premiers à aller la chercher. On essaye de la retrouver comme eux. Sérieux? Oui. Même si on ne se parle pas. Naomi est choquée et offensée par cette idée. Bien qu'elle ne parle plus à ses sœurs, elle tente encore de retrouver Diana. Alors, c'était quand la dernière fois que vous l'avez vue? La dernière fois qu'elles ont dormi ici, c'était avant la dernière semaine de novembre. Elles étaient toutes les 4. Ici, Iana a disparu le 19 décembre. Si les détectives peuvent prouver que Jonathan ou Naomi l'ont vue à un moment entre la dernière semaine de novembre et la date de sa disparition, il se pourrait qu'ils cachent quelque chose. Et pourtant, à ce jour, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé là-bas. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Parce que tout ça a toujours été, tu sais, ceci, cela, tu sais, ça n'a jamais été, rien n'a été cohérent. Ouais. Donc ouais, c'est un jeu manquant. C'est fou et triste. Elle a déjà fait ça ou disparu avant. Avant, non. Non, elle est, comme je te l'ai dit, à tous les officiers. Et elle s'est plainte, tu sais, toujours. Tous les deux, ils se plaignent toujours. C'est vraiment intéressant parce que Naomi dit non alors que Jonathan suggère le contraire. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Elle se plaint toujours. Elle se plaint toujours. D'abord, ta mère, c'est ta mère, tu sais ce que je veux dire? Oui, ta mère t'aime énormément, quoi qu'il arrive. Maintenant, c'était toujours comme ça. Toujours. Garde ça en tête. Donc maman, la meilleure maman, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Elle rentre à la maison, elle reste une maman. C'est une maman. On n'en a qu'une, ouais, mais je leur ai expliqué, je leur ai dit, écoutez, votre situation est carrément géniale comparée à la mienne quand j'étais gamin, tu vois? Je veux dire, le classique. Les choses étaient plus dures pour moi que pour vous. Jonathan dit souvent qu'elle avait des problèmes avec sa mère et qu'elle ne s'en ouvrait qu'à lui, ce qui est intéressant, car les enquêteurs peuvent facilement vérifier cela auprès de la famille. C'est aussi en total contraste avec ce que dit Naomi, qui n'avait aucune raison de croire que Iana s'était enfuie. C'est intéressant de voir comment Jonathan penche toujours vers l'idée qu'il y avait une raison pour laquelle Iana devait partir, en proposant plusieurs raisons possibles de ce que cela pourrait être. Tu sais, reste juste concentré à l'école. Iana, élève brillante, avait d'excellentes notes, plusieurs bourses et allait obtenir son diplôme plus tôt. Il est peu probable qu'elle ait eu du mal à se concentrer à l'école. Si tu veux quitter la maison, la bonne façon de faire, tu sais, c'est qu'elle fait tout ce qu'il faut pour avancer et réussir sa transition. Et je me suis dit, c'est la meilleure façon de faire. Oh oui. Je suis stressé. Si je vérifie mon téléphone maintenant avec mon doigt, comme sur le Samsung, ce truc serait sûrement au max. Mes oreilles sont chaudes. La question de sa grossesse s'est posée. Quand je lui ai demandé, elle a dit connaître le père mais refuser de le révéler. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Oui, elle sait qui est le père de l'enfant. Mais alors je ne peux pas vraiment prendre au sérieux tout ce qu'elle dit, parce que maintenant qu'elle est partie, avec tout ce qui se passe et tout ce qui se dit, elle a fréquenté ce type, puis un autre, puis encore un autre, et il paraît même qu'elle sortait avec des cousins en même temps que celui qui est censé être le père du bébé. Ce n'est pas bien. Tu sais, il y en a encore un autre avec qui elle sort. Donc je remets littéralement tout en question. Jonathan semble faire de son mieux pour créer un sacré bazar autour de l'identité du père d'Iana. Ça pourrait être un gars, un autre gars, ça pourrait même être des cousins. Mais comme vous le verrez, personne d'autre ne partage cette opinion sur lui. La suite de la vidéo de la caméra corporelle n'a pas de son accessible au public, mais il est probable que l'agent ait informé Jonathan de son interrogatoire.
2 autres agents rejoignent et conduisent Jonathan à la voiture de patrouille. Jonathan est nerveux tout le temps, mais je ne pense toujours pas qu'il réalise vraiment ce qui l'attend et à quel point les agents en savent réellement. Parce que je crois qu'une fois arrivé à la voiture, ils lui disent qu'il est en état d'arrestation pour suspicion de disparition d'Ayana et lui lisent ses droits. Pendant tout ce temps, les 3 agents l'entourent au cas où il déciderait de s'enfuir, mais Jonathan reste patient. Il remet d'abord ses affaires de la poche gauche à un agent. Jonathan sort d'autres objets, les pose sur le coffre de la voiture de patrouille, son téléphone portable et sa chaîne. Ensuite, il pose ses mains sur la voiture de patrouille, pendant qu'un autre agent le fouille. L'agent reçoit alors des menottes de celui dont la caméra fonctionne. Jonathan est ensuite menotté derrière le dos et placé sur le siège arrière droit du véhicule de police. Ils récupèrent alors son portefeuille, son téléphone portable et ce qui semble être une oreillette de sport à l'arrière du véhicule de police. Alors, qu'est-ce que... Pour l'instant, on attend... D'accord. Donc, comme tu l'as dit, tu sais, on va mener une enquête complète. Je suis sûr que tu sais tout ça, mec, parce qu'il y a eu l'allégation. D'accord? Donc, on attend que notre sergent contacte le détective et une fois parce qu'ils ont besoin de toutes les informations avant même de décider de venir. D'accord. Donc, une fois qu'il sera en route, on ira au 5 Center East Bay, pas à la prison, mais au bâtiment commémoratif de la police. Et là-bas, tu sais, ils vont t'interroger. D'accord? D'accord. Alors, en ce qui concerne le fait de venir... De toute évidence, Jonathan est inquiet. Il veut savoir ce qui se passe, mais plus important encore, il veut savoir ce qui va se passer ensuite. Puis-je avoir un trajet pour rentrer? Sinon, ma femme vous appellera quand vous viendrez? Comme tu veux, vraiment, fais comme tu préfères, mec. Honnêtement. Naomi, inquiète, s'approche pour demander ce qui arrive à Jonathan. L'officier explique la situation. D'accord, donc nous allons finir par l'emmener. Il va être interrogé par un détective. D'accord. D'accord. Et tout doit être fait. Nous devons l'avoir. On ne peut pas simplement laisser passer ça. Non, je veux dire, il est peut-être innocent ou non, je ne sais pas, je n'étais pas là. C'est ce que les détectives vont essayer de découvrir. Vous pouvez vérifier toutes les preuves présentées pour vous assurer qu'elles n'ont pas été inventées. Je suis certain qu'il y en a, mais ça me dépasse, c'est au-dessus de mes compétences. Mais je veux dire, oui, donc il va parler avec les détectives, et puis, une fois qu'il aura fini de parler avec les détectives, c'est à ce moment-là que les détectives passeront à l'étape suivante, genre d'accord. Oui, exactement. Donc, s'il n'y a rien, comment reviennent-ils ici? Il vient justement de demander. Maintenant, retournons auprès de l'officier qui est avec la mère d'Iana pour obtenir les fichiers de l'ordinateur portable d'Iana. Vous devez donner l'autorisation à cet officier ici présent, qui s'est identifié comme un agent des forces de l'ordre assermenté employé par le Justice Sécurité Opération de prendre possession et, avec l'aide nécessaire d'un expert en informatique judiciaire et ou d'un agent des forces de l'ordre autorisé de procéder à l'examen. Vous pouvez, s'il vous plaît, fouiller mes ordinateurs, périphériques informatiques et supports associés situés à... Nous allons indiquer cette adresse. Vous diriez, j'ai eu l'autorisation de prendre l'ordinateur portable de ma fille. D'accord, je vais mettre ça dans la voiture puis le donner. L'agent rejoint une autre voiture avec un ordinateur portable, où Jonathan, déjà menotté, attend à l'intérieur. Le détective a dit pas aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de lui parler. Je vous remercie. Oh, désolé, mec. Jonathan est relâché car le détective n'est pas prêt à lui parler, mais ils ont récupéré l'ordinateur portable d'Ianas. Mon Dieu, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Pourquoi? Ce sont Hades. Menottes à charnière. Menottes à charnière. Oui. Ils n'ont pas interdit ces trucs-là. Non, mon Dieu. Il recommande ça, mec. Le 30 décembre, le détective Abbott, nouvellement assigné à l'affaire d'homicide, est allé interroger Jonathan chez lui. Lorsqu'il a interrogé Jonathan sur la disparition d'Iana, celui-ci a mentionné qu'il manquait 38 paires de sous-vêtements Victoria's Secret à Iana. Le détective trouva étrange qu'un adulte dise cela sur sa nièce. Il a aussi appris que Jonathan avait vendu sa Dodge Chrysler rouge de 2002 la veille pour seulement 400 $. Mais c'est lorsque le détective a parlé à Samaya ou SS qu'ils ont vraiment commencé à s'intéresser à Jonathan. Samaya hésitait à parler au début, mais après l'avoir poussé, elle a tout révélé. Elle a été agressée sexuellement par son oncle John, tout comme sa sœur. Il l'appelait José et sa sœur était amoureuse de lui.
Leur mère travaillant à plein temps et leur tante Naomi étant occupée, elles étaient sous la garde de leur oncle et devaient souvent garder ses enfants. Ayanna et Samaya ont gardé le secret entre elles, mais maintenant il était trop tard pour les secrets. Ils ont d'abord vérifié les images de vidéosurveillance de son travail. Ces images proviennent du lieu de travail de Jonathan le même jour où Ayanna a disparu. Il travaille chez Ace Pickup Part. Vous pouvez le voir arriver au travail dans sa camionnette rouge tôt le matin. Il porte un casque de sécurité jaune et un gilet. Vers 11h17, il quitte le site en voiture. Étrangement, il n'a pas pointé en sortant, ce qui va à l'encontre du protocole de son travail. Environ 1h15 plus tard, il revient, mais au lieu de tourner à gauche pour retourner au travail, il continue tout droit, hors champ. Environ 4 minutes s'écoulent avant qu'il ne retourne au bureau. En regardant de plus près ses mains, on voit qu'il tient quelque chose, du ruban adhésif rouge. Puis, il longe une dépanneuse, entrant sur le parking des employés. Après cela, on le voit marcher vers un tas de pneus. Après avoir pointé à 18h06, il quitte le travail comme à son arrivée. Aussi suspect que cela paraisse, ce n'était pas assez. Il voulait plus. Début janvier, un appel crucial a conduit les détectives à arrêter et interroger Jonathan. Salut. Bonjour. Comment vas-tu? Comment tu vas? J'ai connu de meilleurs jours. Je sais, c'est clair. L'interrogatoire débute dans une ambiance amicale, mais c'est toujours ainsi au début. Jonathan, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré. Non, je ne l'ai pas vu, pareillement. Il s'est passé beaucoup de choses dont nous devons parler, d'accord? Je veux écouter tout ce que tu as à dire, mais naturellement, j'aurai des questions. Je ne peux vraiment pas poser ces questions à moins de te lire tes droits, et c'est une façon de te protéger, d'accord? Donc, je veux entendre tout ce que tu as à dire, mais je vais d'abord te lire tes droits, d'accord? D'accord. D'accord. Bien sûr, le détective dit cela au début, c'est pour mettre Jonathan à l'aise et s'assurer qu'il coopère tout au long de l'interrogatoire, car plus tard, ils vont mettre la pression. D'accord, malin, oui. Et concernant la drogue, alors? D'accord. L'une des choses que j'enquête, que nous enquêtons, que peux-tu me dire sur Samaya? Pourquoi penses-tu que tu serais ici à cause de Samaya? J'ai été accusé plusieurs fois par les grandes sœurs et tout ça d'avoir eu un comportement inapproprié avec Ayanna et Maya. Qu'est-ce qu'elle considère comme inapproprié? La première fois que ça a été porté à l'attention de quelqu'un, je ne l'ai pas entendu directement d'elle, je l'ai entendu par une sœur, Margie. Elle a mentionné qu'elle pense que j'étais la raison pour laquelle Yana a mal tourné, parce qu'elle s'est fait surprendre en train d'avoir des relations sexuelles avec un gars de plus de 21 ans, de l'autre côté de la rue. Il fait référence à Kamar Humphrey, l'homme de 20 ans qui vivait de l'autre côté de la rue. Donc, mais avant cela, nous avions déjà des complications dans la famille. Ma femme a un peu besoin de médicaments pour rester stable. Ma femme est assez directe. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds par qui que ce soit. Vous savez, elle aime vraiment profondément. Et elle essaye juste de garder tout le monde uni, donc certaines choses n'ont tout simplement pas de sens pour elle, parce qu'elle est très simple, très terre à terre. Une fois, ma femme a failli être admise à l'hôpital. J'étais avec eux, donc je pouvais être sous un camion en train de le réparer et je laisserai tout tomber pour venir les aider à déménager ou peu importe la situation. Voir ma femme se détériorer comme elle l'a fait... Il est clairement très nerveux et donne toutes sortes de théories et d'explications, tout ce qu'il peut dire pour détourner les vraies questions sur Yana de l'esprit des détectives. Je ne pouvais plus le supporter. Alors j'ai envoyé un message groupé à toutes les sœurs et j'ai dit « Écoutez, vous avez ma femme, vous l'avez embêtée toute cette année. Jusqu'à présent, je suis resté en dehors de ça parce que c'était une affaire entre sœurs, mais je ne peux plus continuer comme ça. » Il fait croire que les sœurs ont un problème avec sa femme, mais en réalité, ce qui les dérange, c'est qu'il a eu des relations inappropriées avec leur nièce qui a disparu. Ils ne vont rien faire. Vous n'avez apporté que des problèmes dans ma vie et celle de ma femme. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de garder mes distances avec vous. Ça fait, waouh, je dirais environ 1 an, peut-être un peu plus. Oh, je pense que Jonathan a eu un comportement inapproprié avec Maya et Yana. Maintenant, ils ont interrogé ses filles séparément et ensemble. Et c'était non. Il n'a jamais eu de comportement inapproprié avec moi. Jamais. Et tu sais, je n'ai rien à cacher. Jamais. J'ai des enfants plus âgés qu'elle. Si les accusations sont vraies, ces déclarations sont d'autant plus répugnantes et hypocrites. Et Kim, la mère, elle dit « Écoute,
Je n'ai jamais pensé de cette façon. Mais tu sais, et c'est un peu passé sous silence. Je n'ai toujours pas parlé à Tweedledee et Tweedledum, c'est-à-dire Jometa et Paul. Alors que Horndog ici prétend que les deux tantes le poursuivent aveuglément et stupidement, je suis plus impressionné par la patience des détectives. Même Imaya m'envoyait des messages. Elle disait qu'elle voulait qu'ils arrêtent de poser toutes ces questions. C'est devenu ridicule. Ils te traitent tellement mal. Une fois que c'est passé et que tout s'est calmé, tout allait bien. Tu sais, ils passent la nuit, tu sais, des semaines à la maison. On va à la pêche ensemble. On fait à peu près tout. Et puis à partir de là... Et c'était l'année dernière? C'était, ouais, en 2018, peut-être 17 jusqu'à 18, d'accord. Puis après ça, Iana s'est fait prendre. Je crois qu'elle était en retard pour aller chercher son frère et son frère l'a dénoncé ou quelque chose comme ça. Et il a dit qu'elle était avec un garçon ou quelque chose comme ça. Ils ont fouillé dans son téléphone. Comme Iana, Jonathan dit que sa sœur voyait un homme en face, mais ses tantes le blâmaient. Or, rien ne prouvait que cet homme existait. Et puis, c'est devenu la raison pour laquelle Iana faisait ça, c'était parce que j'avais dû la pervertir. Quand tu dis que tu l'as pervertie? Oh, pardon. Ça veut dire que j'ai dû lui faire découvrir... Donc tu as eu complètement... J'ai eu quoi? Ils disent en gros que j'ai dû lui apprendre, et c'est pour ça qu'elle courait partout. Jonathan évoque ensuite leur générosité envers Kim et ses enfants. Je veux dire, on aide toujours Kim, tu sais, parce qu'elle a 4 enfants. Elle a presque un salaire au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Son électricité reste coupée. On les aide à nourrir les enfants et on les prend quand elle a besoin d'une pause. Et des choses comme ça, donc soi-disant, elle était vraiment dos au mur avec ça, genre « Oh, attends !» Mais ensuite, avec le temps, ma femme m'en a parlé. Elle ne les a jamais empêchés de les interroger ou quoi que ce soit. Mais bref, après que cette situation soit arrivée, ils l'ont interrogé à nouveau. Et ils les ont tous les deux interrogés à nouveau. Est-ce que l'oncle John a déjà eu un comportement déplacé avec vous? Ou est-ce qu'il a agi bizarrement? Ou quelque chose comme ça avec vous? Et boum. Encore une fois, non. Les gars, si quelqu'un essaie tellement de se défendre avant même que les détectives ne l'aient accusé de quoi que ce soit, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de louche? Mais Yana disait non. C'était quand? Tu vois, c'est ça, c'était bien en 2018. Ils ont donc interrogé une seconde fois la fille. A dit non, jamais il n'a été inapproprié. Il a toujours été comme une figure paternelle pour nous. Maintenant, leur vrai père est là, mais en même temps, il n'est pas vraiment là. C'est ce genre de situation. Une fois, nous avons rencontré son père dans un magasin et il a dit « Oh, ma princesse !» Et il essayait juste de sortir de ce fichu magasin pour s'éloigner, vous voyez. Il a même laissé ses clés, il a laissé son téléphone. Il voulait juste sortir de cette situation. Parce que, pour moi, c'était comme « Ok, tu sais, ta fille veut te voir, tu habites juste au coin, viens la voir. » Je crois que c'était pour son anniversaire ou quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment un témoignage pour Yana dans tout ça, c'est que malgré ce chaos entre sa mère et son père et un oncle douteux, elle réussissait bien à l'école et était en bonne voie pour obtenir son diplôme en avance. Et elle était tellement heureuse, tu sais, elle disait « Il va venir, il va venir ». Et j'ai dû un peu la prendre à part et lui dire « Écoute, il ne va pas venir, il ne viendra pas. » Et comment tu le sais? Et des choses comme ça. C'est juste le genre de choses qu'on sent, tu vois. Oh, Jonathan fait de son mieux pour se présenter comme un homme bien, comme un oncle attentionné qui s'est occupé de ses 2 nièces, comme une figure paternelle qui était là pour elles quand leur propre père ne l'était pas, donc... Les filles venaient chez toi et vous faisiez des sorties à la plage. Oui, on allait toujours à la piscine qu'on avait à la maison. Quand on vivait au 1503 East Lovejoy, j'avais une balançoire en pneus, des tyroliennes et des hamacs. Tout ça, c'était pour eux, tu sais, parce que ma fille était encore trop jeune. J'avais des cartes, c'était un grand jardin d'environ 1 demi-acre derrière la maison. Pendant qu'il se vante, le détective lui pose une question pour observer sa réaction initiale, puis son changement. Il passait la nuit chez toi, tout un été. Quelqu'un t'a-t-il accusé de quelque chose, alors? Non, et eh bien, après, laissez-moi voir, après ça. Eh bien, mince, après la première fois, ils ont passé presque tout l'été avec nous. Et après la 2e fois où ils m'ont accusé. C'était en 2018. Nous parlons de
La deuxième fois, c'est en 2018. Ils étaient pratiquement là presque tous les week-ends. Ils étaient toujours là à surveiller ma fille. Moi, ma femme sort. Comment va ta fille? Ma fille, il y a 4 ans. Donc, pour être clair, Yana et sa sœur allaient chez lui aussi pour s'occuper de sa fille. Ces soirées pyjama et visites nocturnes inquiétaient vraiment les tantes. Chez elles, c'était maman rentrait du travail, boum, la porte se fermait et elle faisait ce qu'elle avait à faire derrière la porte et elle n'avait jamais ce temps de qualité. On n'avait pas tout ce qu'il y a de mieux, tu vois. On a aussi fait les cours de sécurité pour sauveteurs, on a fait tout ça, le camping et tout ça. Donc c'était quelque chose que je voulais aussi leur transmettre. Laisse-moi te montrer comment nager avec le courant de retour pour que tu puisses revenir sur la rive. Tu faisais toutes ces activités avec les filles? Non, avec tout le monde. Oui, avec eux. Oui, tous les enfants, oui. Mais ensuite, ils t'accusent d'embêter les filles. C'est ça, ils ont vraiment commencé à insister là-dessus quand Yana, ce garçon d'en face... Donne-moi un exemple de ce qu'ils jugent inapproprié. Eh bien, je dirais simplement ce qu'ils disaient, et encore une fois, ce n'est pas quelque chose dont ils sont venus me parler directement. Note comme Jonathan est resté sur la défensive tout ce temps, mais quand on lui demande des détails, il ne répond rien. Donc tu leur parles sur leur téléphone? Ouais. Alors quoi, tu utilisais Facebook? Yana, Snapchat. Yana m'a montré, d'accord, à propos de Snapchat. D'accord, je ne savais rien du tout sur Snapchat, je ne savais même pas ce que c'était. Je connais leur langage. Donc tu sais, c'est ce qu'elle m'a montré à faire. Et puis un truc à propos des score streaks. Donc tu envoies des photos le matin, puis l'après-midi ou n'importe quand. Autant de photos que tu peux. Des selfies ou autres, même le ciel. Peu importe. Tu obtiens un t-shirt et des score streaks, ou je ne sais quoi. Je ne comprends toujours pas bien. C'est ainsi qu'on communiquait. Et la raison, tu sais, ça paraît un peu incriminant maintenant, mais c'est parce que les messages s'effacent. Et il y a beaucoup de choses qu'ils viennent me raconter sur leur mère, sur leurs difficultés quotidiennes à la maison, parce qu'ils n'ont jamais voulu être chez eux. Et ils ne voulaient tout simplement pas que leur mère le sache, parce que c'est déjà arrivé auparavant. Et je suis presque sûr que c'est comme ça que ça s'est passé avec le gars d'en face, qu'elle a fouillé dans ses messages et qu'elle a vu toutes ces choses dont il parlait. Il y a beaucoup de choses à analyser ici. D'abord, il admet que ça paraît compromettant parce qu'ils utilisent des messages pour s'envoyer des détails personnels sur leur mère et pour s'en plaindre. Mais on sait tous à quoi sert vraiment Snapchat. Ensuite, il explique pourquoi ils utilisent notre Snapchat. Parce que leur mère a trouvé des messages compromettants entre les filles et le gars d'en face, le gars qui est en réalité un homme de 20 ans. C'était aussi une relation inappropriée. Il est intéressant de voir comment il a adapté cette histoire à ce qu'il veut faire croire. Et aussi, avant ça, elle avait parlé avec une de ses amies de leur situation à la maison, et sa mère s'est complètement emportée contre elle, tu vois. Laquelle? Sur qui s'est-elle emportée? Yana. Yana, oui. À un moment donné, on avait une relation vraiment très forte, mais ça a changé. Je ne saurais pas dire exactement quand, mais ça a changé. Et oui, elle a eu ce sentiment que, tu sais, maman ne se soucie pas de nous. C'est ce que les 2 filles ressentaient. Mais surtout elle. Maman ne se soucie pas de nous. Tout ce qui compte pour elle, c'est Monsieur Derry. C'est son petit ami? Oui, c'est son petit ami. Donc la réponse, c'est que tu choisis ce genre de choses et tu es en train de me dire que Yana et Maya... Samaya. C'est ça, les deux ont dit non. C'est exact, j'ai dit non, ça n'est jamais arrivé. Il n'a jamais été inapproprié avec moi ou quoi que ce soit de ce genre. Encore une fois, Jonathan continue d'insister sur le fait que les 2 filles ont affirmé avec insistance qu'il n'a jamais été inapproprié avec elles, mais attendez d'entendre ce que le détective a à dire. Je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée impliquée, car si c'était vraiment le cas, je n'y serais pas du tout, c'est vrai, car ça ressemble à une impasse, d'accord? Donc, je me suis impliquée dans l'affaire lorsqu'ils ont commencé à traiter l'affaire comme une disparition, n'est-ce pas, à partir d'Iana. Et pendant qu'ils faisaient cela, ils ont regardé sur son ordinateur, c'est bien ça. Et donc, ils trouvent des choses sur l'ordinateur qu'elle a écrites qui laissent entendre une relation sexuelle avec vous, presque comme une histoire d'amour. Eh bien, j'ai aussi lu la même chose parce que Margie en a pris une photo et l'a envoyée à ma femme. Et c'était la première fois que j'ai réussi et... Je suis nerveux, rien qu'en voyant ses mains et ses pieds, alors que je ne suis pas interrogé. Son langage corporel a changé en parlant de l'ordinateur portable. Et c'est la première fois que nous avons été présentés à la police.
Ils sont venus à la maison. C'est après qu'elle se soit enfuie. D'accord. Et ils sont venus à la maison, la cherchant elle et fouillant dans notre maison. D'accord, donc oui, je l'ai aussi lu et c'était un personnage nommé José. Ça m'a époustouflé dans l'ensemble parce que il y a beaucoup de choses dans ce truc-là. On a vraiment parlé, tu sais, du fait que sa sœur avait des relations avec son petit ami et des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là, qui ont du sens. Et puis il y a d'autres choses où tu te dis, attends 1 minute, ça n'a aucun sens du tout. Ce n'est pas quelque chose dont on a déjà parlé. Certaines choses concernent presque ta maison ou ton foyer, parce qu'il y avait genre 4 pages. Mais Samaya est aussi mentionnée là-dedans, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'ai rencontré Samaya. Alors, que penses-tu que Samaya me dirait? Et si je lui demandais pour ces 4 pages? Eh bien, alors que sa simple question est sur le point de bouleverser son monde parce qu'elle contredit tout ce qu'il a dit à propos des 2 filles qui le défendent, écoutez bien à quel point il a l'air nerveux en ce moment. D'après ce dont j'ai été informé, Samaya était d'accord pour dire que le personnage José, c'était moi, c'est bien ça? Et elle a dit que c'était moi, et comme je l'ai expliqué à ma femme, j'ai aussi reçu un message texte de, je pense, Samaya, mais ma nièce ne parle pas comme ça par message. J'ai mentionné à la personne, à celle qui m'envoyait des messages, Maya, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au début, j'ai une fille qui s'appelle Maya, au début elle, et le message a commencé comme... Il est si nerveux qu'il a même impliqué sa fille pour tenter de s'expliquer et se sortir de ce pétrin. Tu es en colère contre moi? Ça c'est un truc que je fais, un téléphone d'oubli. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. C'était comme un téléphone Adobe. J'ai encore un message texte dans mon téléphone et ça disait, elle dit, tu es en colère contre moi? Et puis j'ai répondu, bébé, comment tu vas? Tu sais, comment se passent tes vacances d'été? Ah, enfin, je veux dire, tes vacances de Noël et tout ça. Pourquoi je serais en colère contre toi? Et puis elle a répondu, parce que j'ai dit, et là, je me suis dit, attends, c'est qui? C'est ma fille? Ou c'est ma nièce, non? Et elle a précisé, c'est ta nièce Maya. Et j'ai dit, attends bébé, je ne peux pas te parler. Tu as ces gens qui pensent déjà que je suis un monstre. Tu sais, je suis un monstre ici. Waouh, c'est presque un aveu. Il dit d'abord avoir mal compris les messages, pensant qu'ils venaient de sa fille, expliquant l'usage de « bébé », mais en découvrant que c'était sa nièce, il répond « Arrête, tu essaies de me faire passer pour quelqu'un de mauvais. » J'espère que je lui ai dit parce que c'est aussi ce que j'ai dit à la police. J'ai dit à la police qu'ils l'ont probablement forcé à dire ce qu'il voulait qu'elle dise. Sa mère, mon neveu et elle sortaient ensemble. Techniquement, mon cousin, il s'appelle... Je suis désolé, je n'ai pas de couverture. Je suis juste... C'est ton cousin? Il vient de Floride? Oui, il vient de Floride. Il est ici en Floride. Il s'appelle Kenneth. Très B-A-R-R-I. Pense à B-E-R-R-R-R, d'accord? Alors, ils sortaient ensemble avec qui, Samaya? Samaya, donc, et ceci? Cela peut ne pas sembler pertinent pour l'instant, mais c'est très pertinent. Son plus jeune frère, Kairi, les aurait soi-disant surpris sur les rochers. Avec le plus jeune frère de Samaya? C'est exact, il a surpris Samaya et Kenneth sur les rochers, qui sont littéralement juste de l'autre côté de la rue. Avant, c'était complètement ouvert. Oh, wow. Oui. D'accord, qu'est-ce que c'était? C'était, je dirais, tu ne peux pas me citer là-dessus, mais je dirais peut-être, il y a quelques mois, ce n'était pas, c'est juste... 2018. Assez récent et... La dernière partie de l'année. Les détectives notent tous les noms, heures et lieux pour les vérifier plus tard. Et ma femme a dit, Samaya, admets-le simplement. Quand il s'agit de détails, il ne semble se souvenir que de ceux des autres. Je viens juste de parler à ma grand-mère aujourd'hui. Ou sinon, hier, elle m'a raconté l'histoire et ma tante lui a aussi dit la même chose. C'est vraiment effrayant. Elle a dit que Samaya est venue un jour à l'école. Elle l'a rencontré. Son visage était très enflé, comme si elle s'était fait frapper. Et elle lui a donné une lettre, et la lettre disait en gros « Je suis désolé, ma mère m'a forcé à admettre que j'avais eu quelque chose avec toi. Je sais que ça n'est jamais arrivé. » Elle a dit qu'elle ne l'avait pas fait? Ça n'est jamais arrivé. C'était vraiment incroyable, tu sais. Et Samaya m'a raconté ça à propos de sa cousine, qui était
Bon sang, comment il s'appelle déjà? Ulao. Bon sang, Ellie. Ellie. Apparemment, il agressait des personnes d'environ 5 à 7 ans jusqu'à environ 2000 et le début. Donc, je connais Ellie parce que cette affaire a été traitée avec nous. C'est exact. Qu'est-il arrivé à Ellie après? Il a disparu. Oui, elle, maintenant, les sœurs. Paula a mentionné à ma femme, une fois que l'histoire avec Kenneth est arrivée, elle a dit « ça n'a aucun sens ». Et je pense vraiment qu'elle a inventé cette histoire avec Ellie aussi, parce que, et c'est comme ça que ça se passe. Yana a des ennuis pour quelque chose. Maya invente quelque chose. Il se passe aussi un événement avec elle. Yana a des ennuis avec quelque chose. Maya arrive avec quelque chose. Ouais. C'est comme si elle avait besoin d'attention d'une certaine manière. Et je déteste dire ça. Vraiment. Mais jusqu'à présent, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Son explication est maintenant que les deux filles mentent et accusent à tort des hommes et garçons de relations inappropriées pour se protéger mutuellement. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Yana a disparu, elle s'est enfuie ou autre chose. Maintenant, je me retrouve sur la sellette parce que Maya me mentionne comme ça. Mais je suis Monsieur José. Remarquez comment, selon lui, il est sur la sellette et il est la victime ici. En même temps, il ne semble pas du tout se soucier de l'endroit où pourrait se trouver Yana. Il y a quelques minutes, il était la figure paternelle dans sa vie. Alors, sais-tu avec qui elle s'est enfuie? Je ne sais pas. Ma femme m'a demandé quand était la dernière fois qu'on avait eu une conversation avec Ayana, et je crois qu'elle t'a donné une date. Et c'est, je suppose. Oui, donc c'est la seule fois où je sais qu'elle est partie. Tu sais, les sœurs ont dit qu'elle n'est pas venue après l'école ou autre. Et c'est comme ça. J'ai attendu qu'Ayana m'appelle, m'envoie un message, n'importe quoi, un Snapchat, un signal de fumée, parce que... À quelle fréquence parles-tu habituellement avec les filles? Les filles, je parle avec Maya et Ayana presque tous les jours. Oui, à peu près tous les jours. Nous avons parlé, c'est quoi ton nom sur Snapchat? Mon nom. On parle presque tout le temps. Et Jonathan aussi, ouais. Jonathan J. Quillers. Je crois que c'est ça, et on parle tout le temps maintenant. Comme je l'ai dit avant, ils n'étaient pas contents. On préparait même pour qu'ils vivent avec nous, tu sais, au 1503 East 6e rue. Ils étaient en fait dans la salle à manger. On allait la fermer, mettre une télé, essayer de convaincre maman d'être d'accord avec ça. Et son seul objectif, c'était « je vais les déclarer sur mes impôts ». Je ne dis pas que c'est une mauvaise mère. Elle est très jeune. Tu vois ce que je veux dire? Je dis juste que ces filles ont besoin d'attention. Et l'attention n'était pas là, alors on essayait juste de les intégrer dans notre vie. Il fait encore passer la mère pour la méchante, tout en vantant ce que lui et Naomi faisaient pour les filles. Tu sais pourquoi Samaya me dirait que tu as couché avec elle? Je n'en ai aucune idée. Non. Tu n'en as pas? Non. D'accord. Pas du tout. Parce qu'elle dit que tu as eu avec elle et qu'elle ne voulait pas avoir avec toi. C'est absolument absurde, non. Je n'ai jamais. D'accord. Je n'ai jamais dépassé les limites avec les filles. Jamais eu de comportement inapproprié avec elles. Au contraire, j'ai toujours essayé de les éduquer sur ces garçons stupides qui ne pensent qu'à ça. Parce que Maya, vraiment, son estime d'elle-même est minuscule, et si tu connais un peu les jeunes filles et leur estime de soi, tu vois exactement de quoi je parle. Il est troublant de réaliser à quel point il est conscient et manipulateur, utilisant presque tout à son avantage. Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu l'as sûrement compris. Chaque fois que je lui dis à quel point elle est jolie, à quel point elle est belle, tu sais, je lui fais comprendre qu'il faut qu'elle garde la tête haute. Et c'est pareil pour la situation avec Ellie, tu sais, parce qu'elle me l'a dit. Alors que Jonathan bavarde, je suis impressionné par la patience des détectives. C'est elle qui me l'a confié, tu vois ce que je veux dire, et je l'ai encouragée à en parler à maman, à nous le dire, à leur en parler, ce genre de choses. Je lui ai toujours dit qu'elle devait garder la tête haute, qu'elle était une élève brillante, qu'elle était magnifique, qu'elle n'avait pas besoin de se contenter de n'importe quoi. Oui, des bêtises. C'est justement ce que Jonathan propose en ce moment. Pourquoi dire à tes nièces qu'elles sont magnifiques?
J'ai l'impression qu'à ce stade, Jonathan pense que les détectives vont poser des questions plus incriminantes et qu'il essaie de s'expliquer avant qu'il ne les pose. Et ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais, jamais, jamais dépassé les limites avec cette fille. Jamais. D'accord. Donc, il n'y aurait aucune raison d'avoir votre acide désoxyribonucléique? Non, pas du tout. En réalité, c'est vous qui avez pris mon acide désoxyribonucléique chez moi, non? Aucune des deux filles n'aurait ton acide désoxyribonucléique? Non. Donc, si je te disais que j'ai trouvé des sous-vêtements avec ton acide désoxyribonucléique dessus, comment tu expliquerais ça? Je dirais que ce n'est pas possible. Il n'y a aucune façon, sous aucune forme. Ouais, il n'y a aucun moyen. Jonathan, d'accord. Nous interrompons cette vidéo pour un message de nos sponsors. Ah non, pas de sponsors. Alors likez, abonnez-vous et visitez la boutique officielle sur crimsanatomy.com. On reprend. Quand le détective d'en face, habituellement silencieux, prononce calmement votre nom, vous savez que vous avez foiré. Il n'y a aucun doute que tu es un bon gars. Tu es un mec droit. Tu prends soin de ta famille. Tu prends soin de la famille de ta famille. Je n'ai aucun doute là-dessus. D'accord? Oui, je n'ai aucun doute que tu as essayé d'être une figure paternelle. Je n'ai aucun doute que tu as essayé d'être une influence positive pour ces filles. Aucun doute dans mon esprit. D'accord? Aucun doute du tout. C'est évident que tu aimes ces filles comme si c'était les tiennes. Je vois ton visage s'illuminer quand tu parles d'elles. Parce que tu les aimes comme les tiennes. C'est exact. Et je n'en doute pas une seconde. D'accord? C'est un bon exemple de tactique d'interrogatoire psychologique où les détectives sollicitent la voix intérieure et les défenses du suspect. Parce que pour la plupart des gens, y compris ceux qui ont commis les crimes les plus odieux, ils continueront à considérer leur caractère comme justifiable. Et en étant d'accord avec le suspect sur ce qu'il dit, c'est une tentative de le pousser à s'ouvrir. Ce soulagement, quand ils n'ont plus à se cacher ni mentir, permet aux détectives d'obtenir des aveux. Mais je sais aussi qu'il y a une raison pour laquelle ton acide désoxyribonucléique est revenu dans le kit de Samaya ou Ayana. Je suis désolé, je les confonds tout le temps. Alors, avec l'affaire de l'autre côté de la rue, j'ai dit, mec, ce ballon, il y a eu un kit effectué. Correct. Et elle portait des vêtements spécifiques, y compris des sous-vêtements. Oui, elle m'a dit que c'était l'une de ses plus grandes frustrations, qu'ils lui ont tout pris. Il parle du kit d'essai demandé par Kimberly après avoir appris que Kamar Humphrey, 20 ans d'en face, couchait avec sa fille. Ayana n'avait que 15 ans. Les résultats ont aussi révélé l'acide désoxyribonucléique de Jonathan dans sa culotte. Ce n'était pas mon acide désoxyribonucléique. Dans mon acide désoxyribonucléique, ça n'a pas... 100%. Impossible. Je ne dis pas que tu es un monstre. Je ne pense pas du tout que tu sois un monstre. D'accord? Je pense que peut-être qu'ils t'ont dragué et que les choses sont allées un peu trop loin. Ça arrive souvent. Tu savais que l'âge de consentement en Floride est de 16 ans. Tu le savais? Non, pas du tout. C'est 16 ans, mais... Que s'est-il passé? C'est fait, c'est terminé. L'objectif principal maintenant est d'essayer de localiser Ayana. Je ne sais pas où se trouve Ayana. Je n'ai aucune idée d'où la trouver. Elle ne m'a jamais rien dit à propos de Fuguet. Et je ne peux pas... Je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner d'informations que je n'ai pas. Point final. Saviez-vous que le camion numéro 7 a ramassé les ordures roulantes le 20 décembre à la décharge? Je ne sais pas de quel numéro de camion vous parlez. De quoi parlez-vous exactement? Le grand conteneur qui se remplit en une semaine. Oh, attends, non, je ne suis pas sûr. À ton travail. Je ne sais pas quel camion les prenne. Oui, le camion 7 a collecté les ordures ce jour-là. D'accord. Tu sais où ils l'ont emmené, eux? Je pense travailler pour la société de gestion des déchets, sûrement à la décharge. Ils brouillent un tout de manière spécifique. Là où ils emmènent tout partout, c'est incroyable comment la décharge est organisée. Tout est quadrillé au millimètre près. D'accord. Chacun voit combien Jonathan est nerveux et vulnérable. Alors la détective accentue la pression pour le déstabiliser davantage et l'inciter à chercher ce soulagement tant désiré. Ses jambes tremblent, ses mains se crispent, il sait que c'est fini, ce n'est plus qu'une question de temps. Si cette table était au centre de la décharge, il pourrait la trouver pour moi, mais ce n'est pas rapide. Je ne pense pas que tu sois un mauvais gars, d'accord?
Je pense que tu aimes toute ta famille. Je pense que tu t'inquiètes pour Naomi. Je pense que tu t'inquiètes pour Mia. Je pense que tu t'inquiètes pour ton fils. Je pense que tu as beaucoup de choses sur les épaules. Et je pense que tes parents, je pense que ta mère t'a bien élevé. Absolument. C'est pour ça que je suis comme je suis tant que je vis. N'est-ce pas? Maintenant, raconte-nous exactement ce qui s'est passé, mais... Avec quoi êtes-vous? Je veux dire, qu'est-ce que vous insinuez? Donc, mettons simplement les choses sur la table. Nous vous disons que nous savons où est allé le contenu de cette benne, et vous êtes assis ici, et nous connaissons même le numéro du camion. Oui, regardez dedans, je veux dire, je n'ai rien. Nous sommes ici pour discuter du jour où elle a été remplie. Oui. Nous sommes ici pour parler du contenu de la benne à ordures sur votre lieu de travail. Oui. Tout ce qui passe, tout ce qui sort des véhicules va généralement dans une poubelle jaune. Puis de là, c'est vidé. Parfois, les gars des pneus à l'usine de béton ont un panier bleu ou autre, et ça y est, vidé. Je discute avec vous ici. Qui êtes-vous? Pas de pièces automobiles. C'est ça. Donc, vous essayez? Tu parles de Samaya Ayana. D'accord. Nous avons parlé à beaucoup de gens, nous avons fait beaucoup de recherches, nous avons tout fait, d'accord? Parce que nous essayons de la retrouver. Donc, nous examinons tout, nous retournons chaque pierre, parce que c'est ce que sa famille mérite. Oui, il est temps de leur apporter des réponses, il est temps de traverser cette épreuve, et il est temps de tout mettre sur la table. D'accord? J'aimerais pouvoir vous aider, mais je n'ai aucune information concernant la localisation d'Ayana. Et en ce qui concerne l'acide désoxyribonucléique dont vous parlez... Oui. Je comprends, mais... Mais tu comprends, je ne t'aurais pas fait venir ici si ce n'était pas sûr à 100%, parce que sinon ce serait vraiment la chasse aux infos la plus folle. La prochaine phase de l'interrogatoire a commencé, la confrontation. Elle se penche plus près et envahit encore plus l'espace personnel. Jonathan ressent clairement la pression. Regarde-moi dans les yeux et gère-moi ainsi. Oh, je ne t'aurais jamais amené ici si je n'avais pas cette preuve acide désoxyribonucléique 110%, parce que je saurais que je tâtonnerais dans le noir, et je ne tâtonne jamais dans le noir. Je pense que tu es vraiment une personne gentille. Et je le dis sincèrement. Regarde-moi, je te regarde. Je ne tâtonne pas dans le noir, ma chère. Je fais ce métier depuis si longtemps, et je te le dis tout de suite, je ne t'ai pas amené ici pour tâtonner dans le noir non plus. Alors ne m'insulte pas. Je ne t'insulte pas, ne le prends pas comme ça. Ne m'insulte pas avec l'acide désoxyribonucléique, parce que là-dessus je suis à 100%. Elle avait ton acide désoxyribonucléique du sperme masculin dans sa culotte, tu comprends? Ouais, je comprends, donc c'est... Non, il n'y a aucune chance, non. C'est à 100%, non. Parce que soit je mens, soit c'est 100%. Et je te dis que c'est 100%. C'est quelque chose que je ne ferai jamais dans mon métier, dans ce que je fais. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. J'ai une politique à ce sujet parce que... Quand je fais ce que je fais, parce que je suis dans l'unité des agressions spéciales, c'est mon travail, d'accord? Si j'entre dans une pièce et que je dis « Oui, j'ai trouvé ton acide désoxyribonucléique » et qu'ils savent que leur acide désoxyribonucléique ne peut pas être là. Tu vois, là je tâtonne dans le noir, je chasse des mouches, et ça ne sert à rien de faire ça parce que ça se retourne toujours contre toi. Et quand je forme d'autres détectives, je leur dis, n'allez pas là-dedans en parlant d'acide désoxyribonucléique parce que soit il y en a, soit il n'y en a pas. Et si tu ne sais pas, alors tais-toi. Voilà ma situation. Je ne me tairai pas. L'acide désoxyribonucléique est là. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé dans sa culotte, donc je ne vais pas spéculer, mais je te le dis. Il n'y aurait aucune autre raison pour que son acide désoxyribonucléique soit là, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est ni ici ni là par rapport à ce dont on parle. Parce que, quoi qu'il y ait dans sa culotte, ça n'apportera pas de réconfort à sa famille, n'est-ce pas? Donc, je suis prête à mettre ça de côté pour l'instant. On va mettre ça de côté. Mais, comprends bien, dis ce que tu veux sur Kim, elle est dévastée. Et puis le détective le confronte sur ce qu'on a toujours voulu faire, en compliquant la vie aux enfants de la mère. Parce que l'enfant qu'elle a mis au monde, l'enfant qu'elle a porté dans son ventre a disparu. Et son âme meurt, et ses enfants pleurent, et je ne peux pas te dire à quel point nous supportons ce crime. C'est accablant pour eux. Ils méritent mieux, ils méritent mieux,
Naomi mérite mieux. Ta famille mérite mieux. Tu as été élevé pour être une personne de qualité. Et c'est ce que je suis. Et ils doivent connaître la vérité. Je vous dis tout. Je vous dis tout, les gars. Je veux dire, vous dites que vous avez de l'acide désoxyribonucléique sur moi. Je veux dire, je n'essaie pas de vous insulter ou quoi que ce soit comme ça. Ouais, je traîne près d'une benne à ordures ou autre au travail, comme si j'avais quelque chose à voir avec la disparition d'Ayana. Et c'est ce que vous essayez de me faire comprendre. Vous voyez? Mais vous ne le dites pas. Je veux dire, vous tournez un peu autour du pot avec ça. Dites-moi clairement ce que vous voulez dire. Est-ce que vous sous-entendez que j'ai quelque chose à voir avec la disparition d'Ayana et qu'elle pourrait être dans une benne à ordures? Vous voulez en venir là? C'est ça. C'est la seule fois où je reconnais à Jonathan un certain mérite, car il a bien géré la situation. En questionnant les détectives, il a diminué leur pouvoir et on voit leur surprise face à sa confrontation. Nous pensons qu'il est irresponsable dans sa disparition. Oui, d'accord. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent submerger les gens. Tu te retrouves acculé, tu es dépassé. Ce succès a nettement amélioré le langage corporel de Jonathan, qui paraît calme et posé. Ta femme est alitée, elle doit rester au lit. C'est exact. C'est une période très stressante. Ce n'est pas la première fois. Oui, mais c'est une période tendue, non? Ce n'est pas tous les jours détente à la maison, car c'est stressant pour elle au quotidien. Oui, parce que tu veux faire des choses et... Tu ne peux pas. Ma femme et moi, nous n'avons aucun problème, vraiment aucun souci. Je veux dire, la première année de notre mariage a été mouvementée. Mais à part ça, nous sommes comme les deux doigts de la main. Donc tu ne peux pas mêler ma femme à tout ça. Jonathan maîtrise assez la situation pour dire au détective « Vous ne pouvez pas mêler ma femme à ça. J'ai l'impression qu'ils ont perdu le contrôle. Il faudrait peut-être changer de stratégie. » De combien de mois votre femme est-elle enceinte? Ma femme est sur le point d'accoucher. Et à quel stade en était Iana? Je ne sais pas, la dernière fois. 5 mois? La dernière fois qu'on a vérifié, oui, 5 mois ou quelque chose comme ça. C'est stressant, ce serait stressant. Ouais. Pour toutes les deux. Je ne saurais rien sur Ayana qui serait stressée à propos d'un bébé. Parce que quand elle a enfin laissé quelqu'un savoir qu'elle était enceinte, elle avait déjà plus de 5 mois. Ouais, je ne savais pas. J'étais aussi choqué que sa mère. Et tu as lu le journal intime? Je suis désolé. Tu as lu le journal intime? J'ai juste lu seulement les 2 feuilles, les pages qui m'ont été données. Comment résumerais-tu ce journal intime? Comme une fille qui avait une imagination vive. Il était amoureux? Bien. Ouais. Et tu sais quoi, le palmarès de Yana avec les garçons est impressionnant. Ouais. Tu sais, c'est assez intense avec elle. Elle tombe amoureuse des gens facilement. Et c'est ça le truc avec le journal, il a été écrit de 2017 à 2018 et c'était le même amour tout le temps. Ce n'était pas le garçon d'en face. De la rue, ouais. Ouais. Elle est jolie, tu es beau. Ne tournons pas autour du pot. Et c'est très clair. Et c'est un journal intime auquel elle revient au fil du temps. Donc pour un fantasme, c'est un fantasme qu'elle répète depuis plus d'1 an. Et devine qui est le sujet de son fantasme. José, c'est toi, ouais. 100%. Non. Donc j'en ai aussi parlé à Samaya. En le confrontant au sujet du journal, le détective semble avoir repris le contrôle. Comme vous pouvez le voir à son langage corporel, il est de nouveau nerveux. Je ne serais pas surpris s'il l'avait forcé à dire ça. Non, elle ne semblait pas forcée quand je lui ai parlé. Je suis presque sûr. J'ai fait partir tout le monde pour qu'on puisse discuter. Oui, tu sais, Samaya est quelqu'un de discret, ça. C'est fou, mec. Pas elle. Elle n'est pas aussi calme. C'est une personne très dominante, ce qui est rare. Elle a une force tranquille. Je ne pense pas que tu puisses faire quoi que ce soit à Samaya si elle ne le veut pas. Ça a été depuis qu'elle était facilement manipulée. Oui, elle ne m'a pas donné cette impression. Il insulte encore les autres en les accusant d'avoir manipulé Samaya, alors qu'en réalité, c'est toujours lui qui manipule les filles. Je sais qu'elle a raconté une histoire à sa mère, mais avec moi, notre compréhension était différente. Tu sais, arrête tes bêtises. Et puis, elle m'a tout expliqué. Ça la mettrait vraiment très mal à l'aise. Des choses que tu n'as pas envie d'avouer sur toi-même. Elle m'a avoué des choses peu flatteuses, mais sa mère n'était pas là, alors je l'ai laissée. Je lui ai montré du respect,
mais elle a tenu des propos pas très gentils sur elle-même. Et c'est là qu'on voit la sincérité. On arrête de tourner autour du pot et on dit les choses franchement. Parfois, il faut tout dire. C'est comme arracher un pansement ou sauter dans une piscine froide. Il faut se lancer, sinon on marche sur des œufs toute la journée, surtout autour de Jonathan. On a évoqué le journal intime et elle a été claire. Ayan est une fille jalouse. Jalouse de qui? Elle l'a dit très clairement. De toi. Un mot ou un Snapchat de toi et elle perd totalement pied. C'est tout. Tu sais quoi, en tant que femme, je peux te dire que c'est ce que font les premiers amours. Ce sont les amours les plus profonds de tous. Je peux te parler de mon premier et plus grand amoureux. À ce moment, tu es folle amoureuse, prête à tout pour eux. S'ils te demandent de monter en voiture, tu le fais. S'ils veulent sortir, tu acceptes. Tu pourrais même quitter l'école pour vivre à New York sans réfléchir, guidée par l'amour. C'est comme voir quelqu'un jouer à la poupée. Maintenant, en tant que femme plus âgée, je comprends, mais à son âge, cela m'aurait semblé logique. Tu tombes amoureuse et tu veux une maison sans penser à l'argent, au fait d'être mineure ou de ne pas avoir fini tes études. L'amour rend folle. Quand tu es amoureuse, tu es crédule et elle l'était vraiment. Pendant plus d'un an, je suis désolée. Et puis j'ai de l'acide désoxyribonucléique. J'ai de l'acide désoxyribonucléique sur le pantalon qui ne disparaîtra pas. Je ne serai pas aussi calme, je te cuisinerai un peu plus. Le détective met tout sur la table et pousse à la confession parce qu'il sait que les faits parlent d'eux-mêmes. Ce n'est pas une question de savoir s'il l'a fait, c'est une question de savoir comment. À ce stade, la détective Abbott et moi sommes surtout préoccupés par une question plus urgente. Tu vois qu'on ne cherche pas Ayanna, mais qu'on veut offrir une clôture à la famille. Je n'ai rien à voir avec la disparition d'Ayanna et c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis désolé et vous êtes en train de m'inculper pour... Non, je ne vous inculpe pas pour ça. J'ai une accusation de Samaya, d'accord ? C'est très précis, donc pour l'instant, je ne vous inculpe de rien concernant Ayanna. Donc je veux juste que ça se termine, Je ne peux pas vous donner de clôture. Je ne peux pas vous donner de conclusion. Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis désolé, j'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne peux pas. Je crois que tu pourrais le faire si tu voulais. Non, je ne peux pas. Je sais, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord. Nous connaissons les faits. Dis-moi simplement ce qui s'est passé. Je ne peux pas te donner quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux rien te donner. Je comprends. Tu sais que vous avez un travail à faire ou quoi. Mais vous vous trompez de personne. Je n'ai rien à voir avec la disparition de cette fille. Quoi qu'il en soit. Maintenant, Samaya, dans cette situation, tu comprendras que tout ça, c'est du bidon et que je n'ai rien à voir avec ça non plus. C'est peut-être le cas, oui, mais je ne pense pas. Je suis désolé. Alors, vous savez quoi? Vous n'avez qu'à me mettre en accusation pour ce que vous avez à faire. Il est peu probable qu'une innocente abandonne aussi vite. Il sait que plus ça dure, plus il paraît coupable. Refusant d'avouer, il préfère la prison à cet interrogatoire, mais les détectives ne comptent pas arrêter sa souffrance. Et vous avez d'autres questions à me poser ou quelque chose? Je n'ai pas besoin d'eau pour l'instant. Je suis juste complètement abasourdi d'être une personne d'intérêt dans cette disparition. Et aussi, ce que vous dites ici concernant l'acide désoxyribonucléique, il n'y a aucun moyen, vous ne pouvez pas dire ça. 100%. D'accord? Vous dites que vous avez mon acide désoxyribonucléique et moi je dis qu'il n'y a absolument aucune putain de chance que vous ayez mon acide désoxyribonucléique parce que je n'ai jamais manqué de respect à ma femme ou à aucune de ses filles, quoi qu'il en soit. Quel serpent absolu! Et c'est un rappel de ne jamais juger quelqu'un sur ce qu'il dit, mais toujours regarder ses actions à la place. La façon dont il parle avec autant d'assurance, tout en faisant exactement le contraire de ce qu'il dit, nous montre à quel point il est dangereux et manipulateur. Donnez-nous un instant. Tu es sûr que tu ne veux pas d'eau? Ça va, merci. Dès que vous avez fini, je peux partir. Ce serait super. Merci.
Comme vous pouvez le voir, quand les deux détectives ont quitté la pièce, ils lui ont proposé de l'eau. C'est une tactique d'engagement qu'ils utilisent. Si Jonathan accepte quelque chose de petit, il sera plus enclin à s'ouvrir et à admettre quelque chose de plus important. Le principal détective chargé de l'homicide, qui était assis tout à droite, revient et prend le rôle principal. Voici mon partenaire, le détective K3. On a presque terminé. Très bien. Je veux juste revoir la chronologie une fois de plus, juste pour m'assurer que j'ai bien tous les faits. D'accord? Alors, raconte-moi encore une fois. Te parler de quoi? Qu'est-ce que je dois te raconter? D'accord. Quand tout ça a-t-il commencé? Quand as-tu découvert pour la première fois qu'elle avait disparu, sans tous les détails entre les deux? Le jour où elle n'est pas rentrée de l'école. D'accord. Quel jour était-ce? Je ne sais pas. Je ne retiens pas les dates. Vous pensez que c'était mercredi ou jeudi cette semaine-là? Oui. Quand avez-vous parlé à votre frère en premier? Je crois que c'était le lendemain du jour où elle n'est pas rentrée à la maison. D'accord. Elle n'est pas rentrée le 19, mais le 20, le 20e. C'est bien Joseph Killis, même nom de famille, n'est-ce pas? D'accord. Quand lui as-tu reparlé? 3 à 4 jours après. C'était après que le détective Guthrie et moi soyons venus te parler? Oui, c'est ça, oui. Nous sommes venus dimanche le 30. Quelle conversation as-tu avec lui le 31? Avant qu'il ne m'appelle, je parlais à mon pasteur et j'exprimais surtout mes inquiétudes et tout ça concernant le fait qu'Iana ne rentrait pas à la maison. Pourquoi en parlerais-tu à ton pasteur? Il ne semble pas impliqué. Oh, eh bien, il n'est pas impliqué, mais ma femme est très enceinte. Elle est à haut risque. Elle est déjà stressée toute seule. Alors, à cause de la dernière grossesse, tout de suite, ce qui affecte notre liberté. La date d'accouchement de ta femme, Le 20, le 28, comme je l'ai dit, tu ne peux pas me citer là-dessus. Oui, ce mois-ci. Jonathan continue de bafouiller, alors les détectives essaient une nouvelle tactique pour voir s'il va protéger sa femme afin qu'elle ne devienne pas suspecte et au moins avouer si elle n'a rien à voir avec ça. Nous te posons des questions sur la disparition et tu as dit « Ma femme n'a absolument rien à voir avec ça ». Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, tu disais, c'est ce que tu nous as dit. Ma femme ne sait rien de sa disparition. Elle n'est pas impliquée dans sa disparition. Je n'ai jamais rien dit. Tu ne nous as pas dit ça. Non. Il n'a jamais été question pour moi de dire quelque chose comme ça. Avant, nous posions des questions sur toi, ta femme et toi. Tu sais où elle est allée parce que j'ai demandé qui l'a emmenée. Où est-elle allée? Ouais. Ouais, on ne sait pas. Rien. À ce sujet, ma femme et moi ignorons tout d'elle et de sa disparition. Vous réalisez que, parce que c'est votre femme et qu'elle est aussi enceinte, elle semble avoir un rôle dominant dans votre mariage. C'est aussi une possibilité que nous avons envisagée, qu'elle vous ait poussé à faire quelque chose. Non, nous devons aussi lui parler, l'amener ici et lui parler également en tant que suspecte. Vous n'avez même pas besoin de faire tout ça. Vous pouvez lui parler à la maison. Comme je l'ai dit, ce n'était pas vous. J'ai parlé à l'autre gars. Vous auriez pu m'appeler. Je serais venu ici de mon plein gré pour vous parler. Nous n'avons rien à voir avec la disparition d'Ayana Soya. Nous n'avons absolument rien à voir avec ça. Selon vous, que dira votre femme quand nous lui poserons ces questions? Elle va dire la même chose. Vous en êtes sûr? Parce que tout le monde dit que tu l'es, oui. Et c'est juste malheureux. Mais ce n'est pas la vérité. Comme je n'arrête pas de le répéter, encore et qu'encore. Je sais que tu le fais, mais je comprends aussi que c'est quelque chose de très difficile à aborder, et je sais que ce serait très difficile. Je comprends que l'admettre à soi-même est déjà assez dur. Alors l'admettre à quelqu'un d'autre, quelque chose d'aussi fou, c'est difficile d'admettre qu'on puisse être capable de faire quelque chose d'aussi fou, mais ça arrive. Pas dans ce cas-là, mec. La langue, non. Pas dans ce cas-là. Je n'ai rien à voir avec la disparition d'Ayana. Quoi qu'il en soit. Vous pouvez venir dans leur cours. Vous pouvez regarder la vidéo. Et ils m'excluront de votre enquête. Maintenant, en ce qui concerne Samaya, vous verrez combien de fois elle change son histoire et à quel point sa parole est peu fiable. Il discrédite encore Samaya, puis semble exprimer son dialogue intérieur. Jilly être le monstre, mais je ne le suis pas. Elle n'a jamais dit que tu étais un monstre. J'ai aussi clarifié ça. Je ne pense pas que tu sois un monstre. Les gens font des erreurs. Ça arrive. Et on doit faire avec. Oui, je suis d'accord. Si tu fais une connerie, tu dois en assumer les conséquences. Et ça sera toujours comme ça. Je comprends ça, ouais.
Comme je l'ai dit, Je n'ai absolument rien à voir avec la disparition d'Iana. Vraiment rien du tout. Et puis Jonathan révèle qu'il sait qui a prévenu la police. Cela expliquerait-il pourquoi il paraît si bien préparé pour cet interrogatoire? Je sais que vous avez reçu un appel de mon frère. Il m'a dit qu'il allait vous appeler. Nous raconter cette histoire. Voyez, comme je l'ai expliqué aux agents qui étaient ici, après avoir raccroché avec mon pasteur, je lui parlais. Et je me confiais. En gros, je lui disais à quel point je suis inquiet. À quel point je suis inquiet pour Ayana. Elle n'a jamais dit qu'elle allait fuguer ou fait quoi que ce soit de ce genre. Elle a toujours... elle était à l'école, dans des programmes d'excellence et allait obtenir son diplôme plus tôt pour quitter la maison, donc tout allait bien. Jamais elle ne partirait soudainement, ce qui m'inquiète et que j'ai partagé avec mon pasteur. Ensuite, j'en ai parlé à mon frère et lui ai expliqué la situation. J'ai aussi mentionné au pasteur les allégations concernant le fait que ce soit peut-être mon bébé et toutes ces histoires-là. Et j'ai aussi dit la même chose à mon frère et sa réaction a été « D'accord, alors où est-elle » Où est-elle? Il a répondu sarcastiquement « Ouais, je l'ai attachée dans le jardin. » Quand il parle de son jardin, il désigne son lieu de travail, pas celui de sa maison. Je ne sais pas sur quelle partie il s'est accroché et qu'il a ressassé au point de ne plus pouvoir dormir la nuit ni manger parce qu'il aurait pu m'appeler. Oui, son frère avait du mal à manger et à dormir parce qu'il a effectivement une conscience. Après la disparition d'Iana, Jonathan a très bien dormi. Mais s'il tenait vraiment à elle comme à une fille, comme il prétend l'être, il n'aurait pas aussi bien dormi la nuit. Tu parles à ton pasteur parce que tu t'inquiètes pour ta nièce. On ignore où elle est ou si elle est vivante. Je suis presque sûr qu'elle est en vie et qu'elle va bien, peu importe avec qui elle est. Tu penses toujours ça après tout ce temps? Absolument. Je sais, vous dites tous que tout ça ici, la benne à ordures et tout ça, mais je vous dis que je n'ai rien à voir avec ça. Donc, dans un coin de ma tête, je me dis qu'elle s'est enfuie, qu'elle est avec la personne avec qui elle est partie et qu'elle va très bien. C'est ça qui me fait tenir, pas toutes les autres accusations que vous inventez. Parce que t'es bouleversé par son absence, parce que t'es inquiet, tu es inquiet à cause des accusations. Je n'étais pas inquiet des accusations car je n'y étais pour rien. Je leur disais simplement la vérité. Alors, pourquoi diable plaisanterais-tu avec ton frère en disant qu'elle est attachée dans le jardin ou sur le chantier? Ouais, je ne l'ai pas fait. Pourquoi entrerais-tu dans autant de détails? Et je suppose que je ne suis pas entré dans les détails. Aucun détail. C'est pour ça que quand tu dis... Tu es vraiment allé dans les détails, car il n'y a aucune chance que je connaisse ces détails. Et il n'y a aucune chance. Je te dis que je ne sais pas... Il serait capable, tu sais. Cette vidéo, le chat vidéo, c'est là que vous vous trompez. Les détectives ne se trompent pas du tout parce qu'ils ont de véritables déclarations de témoins de son frère, expliquant exactement comment Jonathan a fait ce dont il est accusé. Voici les détails sur ce que Jonathan a fait, sa planification sur plusieurs mois, la façon dont il a attiré Iana, l'a tuée et a ensuite traité son corps. La discussion vidéo est quelque chose... Quand il est passé d'un iPhone à un Android, il a pu refaire des appels vidéo. Je travaille sur de nombreux chargeurs, je suis polyvalent. Mais c'est toujours lié au chargeur lui-même. J'ai mon étui de téléphone qui était maintenu là pendant cet appel vidéo et je lui ai fait faire le tour de tout le chantier. Donc il sait tout ce qu'il y a autour du chantier. Il l'a vu, tu vois ce que je veux dire? Son frère est à New York et sans jamais être allé en Floride, il décrit la cour en détail, très vivement. C'est pourquoi les détectives lui demandent ceci ensuite. À part avoir été au téléphone, il n'a jamais vu cette propriété. Cette propriété? Non, pas à ma connaissance. Il est déjà venu chez toi? Non. Truth River Drive, non. Mais même avec ses appels vidéo. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a aucune chance. Il a beaucoup trop de détails. Vraiment trop. Comme je l'ai dit... Il a une connaissance directe de ça. Ouais, je ne sais pas comment il a trouvé tous ces détails, mais vous avez tous raison. Qu'est-ce qu'il a à gagner en nous appelant? Et tu sais, je ne sais pas ça. Et quand j'ai parlé à mon art, aujourd'hui, tu sais, c'est ce que j'ai demandé. Genre, quel était l'intérêt pour lui, tu sais, d'appeler et de faire tout ça? Je veux dire, je sais qu'il a dit qu'il ne pouvait pas dormir la nuit et tout ça, mais c'est comme, attends, une minute, tu aurais pu me parler quand tu t'es senti comme ça. Tu aurais pu me parler après. Absolument.
comme le 3e ou le 4e jour, quand je t'ai parlé, quand je lui ai parlé de vous deux. Ce que tu lui as dit, c'est difficile à avaler et c'est dur à vivre, sachant qu'il a aussi une fille et qu'il ne voudrait rien de mal lui arriver, tout comme tu ne voudrais rien arriver à ta fille. Oui, je comprends, et... Tu comprends aussi, les gens font des erreurs. Cela ne me concerne pas. Eh bien, si ce n'est pas une erreur, alors quoi? J'ai dit, ça ne me concerne pas du tout. Je ne dis rien à propos d'aucune erreur. Je dis juste ceci. Sa disparition, sa fugue, ça n'a absolument rien à voir avec moi. C'est clair, Matt. C'est ta chance d'être honnête. Ce que tu nous disais n'a aucun sens. Aucun, vraiment. Les gars, une fois que vous aurez fouillé la cour, une fois que vous aurez terminé toute votre enquête, vous verrez que je n'ai rien à voir avec tout ça. Je vous le dis. Que penses-tu que ta femme dira si on la fait venir ici pour lui parler? Je suis presque sûr qu'elle va vous dire exactement ce que je vous dis. À ton avis, qu'est-ce qu'elle va dire quand je lui dirai que l'acide désoxyribonucléique d'Ayana ou ton acide désoxyribonucléique se trouve sur ses sous-vêtements? Je suis presque sûr qu'elle ne va pas le croire. Je suis là pour te dire, scientifiquement prouvé, à 100%, on ne te raconte pas de conneries sur cette affaire. Ta femme va passer en mode survie, c'est ce qu'elle va faire. Elle attend un bébé, elle a ta petite fille de 4 ans. Je dois en parler, oui, en devant lui balancer une bombe. Et cette bombe, c'est l'acide désoxyribonucléique. On ne veut pas avoir à faire ça, d'accord? Mais c'est une conversation qu'on va devoir avoir avec elle. Beaucoup de choses vont sortir qu'elle ne dirait peut-être pas d'habitude, d'accord? Je sais, je veux dire, je ne veux vraiment pas que vous la fassiez venir jusqu'ici. Nous n'avons pas le choix. Mais comme je l'ai dit, si vous devez la faire venir ici et lui faire, vous savez, le même discours que vous me faites. Ce n'est pas un discours. Je veux dire, c'est... Oui, ce n'est pas un discours. C'est une preuve. C'est une conversation sincère. Frère, on sait ce que tu as fait. C'est fini, je sais que t'as tout fait pour cacher ça, t'as tout essayé et t'as échoué. Est-ce qu'elle t'a menacé? Ayana jamais. Est-ce qu'elle a menacé de le dire à ta femme ou... Ma femme devient en difficulté. Non, c'est ma femme qui m'a parlé de la grossesse. Malgré les preuves, Jonathan refuse d'écouter et commence à blâmer Iana. Elle était bizarre, elle agissait bizarrement. Ma femme l'a remarqué presque immédiatement et elle a dit « Elle n'est jamais dans la chambre. Tu sais, elle ne s'isole jamais parce qu'elle est toujours devant avec Jaco ou toujours chez mon fils. » Maintenant, on a commencé à se rappeler de petites choses qui se passaient, comme le fait qu'elle avait toujours faim ou qu'elle vomissait tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? On ne savait rien. On n'a jamais fait le lien. Elle ne voulait pas que tu ou ta femme sachent? Oh, eh ben non, je ne savais pas, je ne sais pas du tout ce qui se passe avec cette fille. Vraiment pas. Je te le dis, il n'y a aucune chance. Il y a un moyen, c'est ton sperme, c'est scientifiquement prouvé. Nous perdons la victoire. Tu penses qu'on raconte des conneries à ce sujet? Je le pense vraiment. On ne ment pas. Oui, je le pense vraiment. Je suis désolé, monsieur. Nous ne vous poussons pas à bout. Oui. Pour mettre fin à ces absurdités, l'un des détectives l'interpelle directement et lui donne une explication franche de la raison pour laquelle il a agi ainsi. Je pense que tu as beaucoup à perdre. Je pense que le fait qu'elle pourrait potentiellement être enceinte de toi, et tu le sais, ça te met sur les nerfs. Je pense que le fait que sa famille était à 100% d'accord, il ne voulait pas qu'elle soit enceinte à 16 ans. Mais le fait qu'elle... le fait qu'elle soit enceinte, sa famille la soutiendrait à 110%. Ce qu'ils ne soutiendront pas, c'est le fait que, finalement, tu es le père de cet enfant. Qui a le plus à perdre dans cette famille en ce moment? Alors réponds-moi à ceci. Jonathan essaie de prendre le contrôle et d'interrompre, mais ils le remettent tout de suite à sa place. Qui a le plus à perdre? Moi, non. Parce que je n'ai rien à voir avec cette situation ici. Maintenant, réponds-moi à ça. Je gagne bien ma vie. Pourquoi je ne pourrais pas le faire? Si, en fait, on va juste jouer avec cette théorie. Si en fait, Yana et moi avions une relation et qu'il arrivait qu'elle tombe enceinte, pourquoi je ne paierais pas pour un avortement? Parce qu'elle ne peut pas avorter dans l'État de Floride à 16 ans, à moins que tu ne l'emmènes dans une putain de ruelle sordide pour lui faire ça avec un cintre. Je veux dire... Pourquoi ou est-ce que... Je ne savais pas ça.
Non, je ne le savais pas, tu sais, parce que quand je grandissais, ma première petite amie, Samantha Morales, elle a eu... Enfin, c'est là où je voulais en venir, d'accord? Ouais, à New York. Tu as 15 ans. Nous avons tout vérifié, d'accord? Nous avons fait nos recherches. Quand je dis qu'on a retourné chaque pierre, on a vraiment retourné chaque pierre. Et on ne t'aurait pas fait venir ici, on ne te parlerait pas, et on ne te donnerait pas le bénéfice du doute pour nous dire la vérité si on n'avait pas retourné chaque pierre. On ne plaisante pas, on ne te ment pas, ce n'est pas la télé, on n'invente rien. Dis-nous, dis-nous. Je n'ai rien à vous dire, les gars, je n'ai rien à vous dire, les gars. Quand vos faits reviendront, tout va pointer dans une autre direction, ça ne va pas pointer vers moi. Vers quoi ça va pointer? Je n'en ai aucune idée, ça ne me concerne pas. Je pense que ça te concerne, un peu sûrement. Tous les faits mènent à toi. Quand on est venu chez toi le 30, on t'a demandé ton acide désoxyribonucléique pour le comparer à celui du kit de Mars, d'accord? Ces tests sont longs. On a accéléré, comparé avec le tien et celui du gars d'en face. Les résultats sont revenus pour vous deux. Le sien et le tien. C'est pas possible, mec, je te le dis, c'est pas possible. Je te raconte pas de conneries, mec. Je me sens un peu pris pour un con, frère, parce qu'il n'y a aucune chance que l'acide désoxyribonucléique revienne vers moi, point final. Comment je suis arrivé là-bas? Je pense que je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais eu de contact sexuel avec aucune de ces filles, je n'ai jamais été inapproprié avec elles, et je veux dire, il y a une fois où j'ai appelé... Samaya est une traînée, c'était genre peu importe, traînée, et c'est tout, et elle a complètement pété les plombs. C'est la seule fois où j'ai jamais traité l'une d'elles de ce genre de nom. Encore moins été inapproprié avec elle. Donc, quand je te dis que tu dis que l'acide désoxyribonucléique et c'est revenu avec moi et lui, c'est juste bien trop. Je vais te poser quelques questions et elles peuvent sembler très bizarres et complètement inattendues, d'accord? Ne sois pas offensé par ça. As-tu déjà porté ces sous-vêtements? Non. Est-ce que ta femme et elle partagent leurs sous-vêtements? Non, ma femme ne porterait jamais, tu sais. Et tu ne porterais jamais la culotte de ta nièce? Non, jamais. D'accord, est-ce qu'elle m'irait même? Je peux te dire qu'elle reste. Elle est vraiment très mince. Tu vois où on veut en venir avec ça? Oui, je vois. Au final, il n'y a aucune raison que ton acide désoxyribonucléique, tu es la seule personne à pouvoir avoir ton acide désoxyribonucléique. Il n'y a aucune raison que ton acide désoxyribonucléique se retrouve dans sa culotte, point final. Tu sais ce que c'est qu'un drop-out? Non. C'est quand tu as du sperme à l'intérieur du vagin d'une femme, et que la gravité fait que ça coule vers le bas. Ouais, j'ai compris, mais ce n'est pas le mien, mec. C'est le tien. C'est ça le problème, ta réalité, c'est le fait que tu vas le nier. Les deux détectives consultent leur téléphone en même temps. Il est probable qu'ils aient reçu un message de l'extérieur leur disant de conclure. Ce type n'admettra rien, mais ils ont assez de preuves contre lui pour l'inculper. Ce n'est pas juste parce que je l'ai touché que mon acide désoxyribonucléique y est. C'est ton acide désoxyribonucléique spermatique qui se trouve sur sa culotte. Et tu viens de me dire qu'il n'y a absolument aucune possibilité, d'après les questions qu'il t'a posées, que ton acide désoxyribonucléique se retrouve à l'intérieur de sa culotte, point final, à 100%. À 100%. Eh ben, devine quoi, c'est ce cas. Et nous ne sommes pas? Sérieux, je le jure devant Dieu. Dieu m'est témoin. Je viendrai ici, je mettrai une Bible sur cette table, et je le jurerai, et je le jurerai. Le fait est que votre acide désoxyribonucléique se trouve dans ses sous-vêtements. C'est votre chance de prendre les devants dans cette affaire plutôt que de la subir. Expliquez ce qui s'est mal passé et nous pourrons travailler. Mec, je n'ai rien à expliquer. Il n'y a rien qui s'est mal passé. Il n'y a rien du tout. C'est tout. Comme ça, ton frère va juste nous appeler et nous raconter cette histoire. Qu'est-ce qui se passe avec mon frère? Mec, je ne sais pas et je ne... Mon détective préféré se lève et parle comme on le pense tous à ce moment-là. Qu'est-ce que... On ne savait pas, mais tout a été confirmé. D'accord, j'en ai fini. Allons-y, hein? Donc vous m'accusez? C'est sûrement la question la plus stupide que j'ai entendue de toute la semaine. Tu vas être accusé dans une affaire. Ouais,
De quelle affaire s'agit-il? Donc une affaire sexuelle? On te le dira dans un instant? Et voilà, le départ le plus froid des enquêteurs que j'ai vu. Ils ne l'ont même pas regardé. Jonathan reste à fixer le plafond et je me demande à quoi il pensait. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Jonathan. Y a-t-il autre chose que tu voudrais dire? Rien d'autre que je vais lui dire. Si tu n'as rien d'autre à partager ou à avouer, alors à ce stade, je vais t'arrêter pour agression sexuelle. C'est un crime au premier degré et cela concerne Samaya Sawyer, d'accord? Tu pourrais être surpris qu'il soit inculpé pour l'agression de Samaya et non pour Yana, mais le détective a expliqué que sans aveu ni corps, il ne pouvait pas faire grand-chose. En revanche, Samaya avait témoigné et l'avait accusé, ce qui a suffi pour l'arrêter. Je ne suis pas sûre de savoir à ce stade, Marjorie, pour s'occuper de ton enfant. Donc j'imagine que Margie l'aide avec... Oui. Elle devrait probablement aussi appeler le 911 si elle était alitée. De toute façon, elle ne devrait probablement pas conduire. Ouais, je ne sais pas. Ma femme est... Prince. Avançons 6 ans plus tard, au 14 septembre 2023, date du début officiel du procès de Jonathan Killis. Au début, c'était un oncle bienveillant, il enseignait et discutait. À un moment donné, cela a-t-il changé et était-ce basé sur des observations que vous avez faites? Oui. Comment cela a-t-il changé? Il est entré en la prenant dans ses bras, il était proche de beaucoup d'enfants, mais il était plus proche d'elle. Avec le temps, qu'est-ce qu'il est devenu plus attaché à Yana? Oui, je m'en suis rendu compte quand je suis entrée et que je l'ai vu la serrer dans ses bras et il ne la serrait pas comme on le ferait avec un copain, une amie, une nièce ou un neveu. Il la serrait dans ses bras comme on le ferait avec son conjoint, sa compagne ou quelqu'un dont on est amoureux. C'était en 2018? Oui. Où cela a-t-il eu lieu? Chez ma fille Paula. C'était lors d'un dîner de famille? Oui. Cela s'est-il produit dans le jardin pendant ce dîner de famille? Oui. Combien de personnes environ étaient présentes dehors? Il y avait seulement mon mari, moi, lui et elle. C'était le soir? Oui, quand il était enlacé, il était enlacé. Ses bras étaient autour, il était enlacé. Ils étaient complètement enlacés. Et quand ils m'ont vu, ça l'a surpris. Est-ce que votre mari était à côté de vous quand c'est arrivé? Oui. Cela vous a inquiété, madame? Oui. Est-ce que cela ressemblait à une étreinte qu'un oncle devrait donner? Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Parce que d'habitude, si c'est un oncle, tu sais, tu fais un câlin, tu engages un câlin rapide et tu passes à autre chose. Mais ce n'était pas ça, ils étaient attachés. Il la serrait dans ses bras, il l'enlaçait. Décririez-vous ce câlin comme intime? Oui. À partir de ce moment-là, cela vous a-t-il inquiété? Oui. J'ai parlé avec sa mère, ma fille, Kimberly, sa mère, et j'ai dit que ce serait peut-être judicieux de ne pas les laisser seuls avec lui. Nous essayons de découvrir qui était le père du bébé. Vous avez appris sa grossesse et l'avez emmené en promenade seule? Oui. D'accord. Où a eu lieu cette promenade? C'était autour de chez moi. Ils sont tous venus chez moi. Et est-ce que cela s'est passé entre la période de Thanksgiving en novembre 2018 et le début décembre 2018? Oui. D'accord. Votre promenade visait-elle à lui demander l'identité du père? J'aurais aimé lui parler de toute façon, mais oui, je lui ai posé la question. Je lui ai demandé, est-ce que c'est quelque chose qui va embarrasser la famille? Parce qu'elle n'a jamais voulu dire qui était le père. J'essayais de comprendre pourquoi, mais elle ne voulait pas me le dire. As-tu eu des nouvelles de IS ensuite? Non, non. As-tu jamais reçu une lettre de IS à nouveau? Non. As-tu jamais reçu une interaction sur les réseaux sociaux, une communication avec elle à nouveau? Non. L'as-tu déjà revue en personne? Non. Pouvez-vous dire quelque chose à ce jury prouvant que votre fille et votre petite-fille sont en vie, madame? J'aimerais pouvoir dire quelque chose. Je n'en ai aucune idée, rien du tout. Elle était très intelligente. C'était ma petite avocate. Elle avait d'autres rêves. Elle voulait être chirurgienne, mais c'était ma petite avocate parce que je la voyais toujours se sortir des situations où
tu sais, se faire excuser de l'école ou, eh bien, à cause de ceci et cela, c'est comme ça. Et elle présentait son cas jusqu'à ce que, eh bien, oui, c'était ma petite avocate. Quoi qu'elle fasse, c'était ma petite avocate. Oui, madame. Savez-vous si elle avait de bons résultats à l'école alors? Oui. Oui, elle était très intelligente. Elle suivait un cours universitaire en même temps que le lycée. Êtes-vous l'aînée ou une des cadettes de Kim? Non, je suis l'aînée. Nous étions dehors à la chercher. Nous parcourions le quartier. Nous mettions des affiches. Nous essayions de retrouver ma nièce. Nous faisions le tour en voiture. Nous essayions de la retrouver parce que, comme je l'ai dit, elle n'allait nulle part. Elle allait seulement à la maison, à l'école, puis chez ma sœur Naomi. Quand avez-vous appris sa grossesse? Début décembre 2018. Avez-vous fait quelque chose, madame, qui a causé un désaccord familial début décembre 2018? Attendez, laissez-moi finir. Début décembre 2018. Oui, absolument. Parlez-nous-en. Quand j'ai appris qu'elle était enceinte, j'ai ouvert cette application et j'ai regardé en arrière pour voir quand elle était tombée enceinte. Et comme je le savais, je suis retournée voir, comme je l'ai dit, elle n'avait pas de petite amie, elle n'avait rien. Alors, j'ai additionné les dates et j'ai compris quand elle était tombée enceinte. Quand elle est revenue des vacances d'été chez ses grands-parents en Géorgie, c'est là qu'elle est tombée enceinte. Oui, tu sais, on a toutes eu ces frayeurs et je suis retournée voir la date. J'ai regardé l'heure, la date prévue d'accouchement et j'ai dit qu'elle était tombée enceinte quand elle est revenue. Et je sais que c'était le 7 juillet parce que c'était l'anniversaire de ma maman. Nous étions toutes à la maison pour l'anniversaire de ma mère. C'est ainsi que je le sais. Personnellement, je n'aimais pas la façon dont il la regardait, mais la seule fois où je les voyais, c'était lors des réunions de famille. J'ai grandi dans un foyer avec 2 parents. Je sais comment mon père me regardait. J'ai des partenaires masculins et je sais comment un homme adulte me regarde. Et je n'aimais pas la façon dont il la regardait. Avez-vous pris ces 3 informations et porté une accusation début décembre contre l'accusé? Oui, je l'ai fait et je vais... Expliquez au jury comment vous l'avez fait, madame. C'était sur des messages textes. Et puis j'ai dit, pourquoi tu t'inquiètes autant? On s'envoyait des messages dans les 2 sens. En fait, on avait un groupe de discussion familiale par texto et il faisait partie de notre groupe familial. On échangeait et je lui ai demandé pourquoi il s'inquiétait de savoir qui était le père de son enfant. Et c'est là que je me suis fait insulter. Quelle accusation as-tu lancée dans ce groupe familial? C'était quoi? Que c'était lui, le père de son bébé. Est-ce que quelqu'un t'a insulté à cause de ce message? Oui. C'était qui? Il m'a insulté. Ma sœur Naomi m'a aussi insulté. Ce message familial fondé sur ces 3 points évoqués au jury a-t-il créé des tensions depuis ce moment jusqu'au jour où IS a disparu? Oui. Quand l'avocate de la défense a carrément dit qu'elle n'aimait pas Jonathan avant. Vous ne l'aimiez pas? Non, je l'aimais bien. On faisait souvent la fête ensemble. Je l'aimais bien et comme je l'ai dit, jusqu'à ce que les choses changent. On s'amusait, on allait chez lui jouer du bongo, mais les choses ont changé. La façon dont il la regardait, c'est mon avis. Oui, je ne voulais pas te regarder. C'est ainsi qu'il la regarde aujourd'hui. Avant, il ne la regardait pas en disant « Comment ça va, monsieur? » mais comme un homme regarde une femme. Avez-vous déjà demandé de confirmer ou nier une relation sexuelle quelconque avec Jonathan Cuellas? Elle ne nous disait jamais rien. La seule raison pour laquelle, honnêtement, je pense qu'on l'a découvert, c'est parce qu'elle s'est fait prendre avec le Kumar. Oui, mais non, la seule chose que j'ai tenté de lui faire dire, c'est qu'on cherchait à découvrir qui était le père de son enfant, mais elle ne voulait rien dire du tout. D'accord. Donc, à votre connaissance, elle n'a jamais mentionné de nom, selon vous, à vous spécifiquement? À moi spécifiquement, non. Naomi, désormais l'ex-femme de Jonathan, a décrit le comportement de Jonathan avant et après la disparition d'Iana. Avant cela, il était agité et nerveux, inquiet, inutile. Après sa disparition, il dormait comme un bébé. Et je le sais parce que j'étais très enceinte et je me levais toutes les heures pour aller aux toilettes pendant qu'il dormait comme un bébé.
Naomi a parlé de sa conversation avec Jonathan après son interrogatoire. Il a essayé de m'expliquer comment son acide désoxyribonucléique aurait pu se retrouver dans la culotte de ma nièce via notre machine à laver. Après qu'il m'a dit ça, je lui ai alors demandé de me dire la vérité. Sa réponse a été « Je veux te dire la vérité, mais les personnes qui écoutent vont mal l'interpréter. » Tout en moi a lâché prise à ce moment-là. Immédiatement après cette conversation, je me suis tournée vers Dieu au sujet de mes vœux, priant pour avoir honoré ma part de mes vœux en tant qu'épouse, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai expliqué dans ma prière que je ne pouvais plus rester à ses côtés et me regarder dans le miroir car je n'y croyais plus. Le jour où Iyanna a disparu, Jonathan Quillis a désactivé le système de positionnement global de son téléphone à 11h39 du matin. Il n'a été réactivé que le lendemain à 16h04. Naomi a trouvé cela étrange car ils partageaient habituellement leur position l'un avec l'autre. Il est très probable qu'il ait désactivé la localisation pendant cette période critique afin de dissimuler les actes impensables qu'il avait commis envers Iyanna, leur fœtus de 5 mois, et de se débarrasser de leur corps. Nous étions en train d'essayer de comprendre comment IS est passé du lycée Terry Parker, le dernier endroit où nous l'avons vu sur la vidéo, jusqu'au parc Ace Pickle. Puis je me suis rappelé que nous avons Google. Je vais vérifier la localisation de nos comptes. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'historique de localisation Google de mon ex-mari avait été effacé jusqu'au 20 décembre 2018 quand soudain il est réapparu. Enfin, le témoin principal, là, le frère de Jonathan. Je vis à New York. Lors de notre première conversation, il s'agissait surtout de savoir ce qu'il allait faire avec la jeune femme en question. Elle pourrait être enceinte. Que va-t-il faire? Il ne veut pas détruire sa famille, ni ce qu'il a construit. Il vous a dit qu'elle était enceinte? Oui. La nièce de sa femme, après que nous ayons eu une petite conversation, il a ensuite dit qu'il avait déjà géré la situation. Il s'en était déjà occupé. Lors d'une autre conversation, le même jour, il a ensuite dit qu'il avait emmené la jeune femme et qu'il l'avait fait asseoir dans un véhicule. Il l'a prise en charge. Il a essayé de l'étrangler. Ça n'a pas marché. Il ne pouvait pas le supporter et donc, plus tard, il lui a tiré dans la poitrine, puis il a procédé à se débarrasser du corps en le transportant et en le mettant dans une benne à ordures, détruisant le véhicule. Dans la conversation, j'ai dit que c'était irréaliste d'étrangler une fille, de la faire s'asseoir dans une voiture en attendant qu'elle reste juste là. Il a alors dit qu'il l'avait fait attendre à l'arrière de son travail, à l'arrière de l'endroit où personne ne va vraiment. Il n'y a que des voitures garées là-bas, donc elle attendait juste. A-t-il précisé que l'endroit où elle était assise était à l'arrière de son travail chez Ace Pickup? Oui, il y avait une certaine partie où il laissait simplement des véhicules garés et il les emmenait pour les démonter ou les écraser. Personne ne va vraiment là-bas. Il faudrait une sorte d'autorisation pour y accéder. Il a dit l'avoir étranglée. A-t-il précisé si c'était dans ou hors de la voiture? C'était définitivement dans la voiture. Quelle voiture? Je ne sais pas. A-t-il dit où il lui a tiré dessus? Même réponse. C'est dans la voiture. Je ne sais pas si c'est celle qui l'a amenée ou celle qui était là. A-t-il précisé où il a tiré sur lui? C'est simplement le fait d'expliquer, de lui dire qu'ils allaient s'enfuir et être ensemble. Ils allaient s'enfuir ensemble? Oui, c'est ça. Ils seraient ensemble comme il se doit. Être ensemble, oui. Il a dit qu'il l'a enveloppée dans un tapis puis l'a transportée. La transporter où? La benne à ordures. La benne à ordures sur son lieu de travail. Oui, chez Ace Pickup Art. Oui, il a utilisé l'une des machines. Une conversation que nous avons eue. Comment pourrais-tu simplement la laisser assise là, tu sais? Non, la benne à ordures est ramassée aujourd'hui. C'est l'un des jours où elle est ramassée parce qu'elle est pleine. Il savait qu'elle allait être ramassée. Si sa nièce avait eu ce bébé, quoi? Cela coûterait à sa famille. Non, il perdrait toute sa famille. Qu'a-t-il dit, le cas échéant, sur l'arme utilisée? De quoi s'agissait-il? Son arme. Il a dit qu'il était allé au stand de tir après. Et pourquoi vous a-t-il dit qu'il était allé au stand de tir? Pour simplement évacuer, je suppose, toute la tension ou l'anxiété qui lui restait. Vous a-t-il dit, M. Quillis, depuis quand il prévoyait de faire cela? Il a dit qu'il le planifiait depuis des mois.
Vous a-t-il parlé de ce qu'il a fait avec son téléphone? Il a dit qu'il l'a prise et l'a jetée dans une étendue d'eau voisine. Une rivière, un plan d'eau. Avez-vous été surpris par ses propos? Absolument. Choqué? Oui. As-tu raccroché le téléphone et appelé la police tout de suite? Non, je ne l'ai pas fait. Dis-nous pourquoi pas. Je ne le croyais tout simplement pas, tu sais. Je pensais qu'il plaisantait. Il raconte beaucoup d'histoires élaborées. La plupart ne sont pas vraies, donc je ne l'ai vraiment pas cru. Je pensais juste que c'était encore une de ces petites histoires inventées. Est-ce une décision difficile, monsieur? Oui, une décision très difficile. J'aime mon frère, donc c'était très difficile. J'ai laissé passer du temps et j'ai essayé de lui parler davantage pour voir s'il changerait ce qu'il avait dit en lui donnant cette opportunité. Avez-vous dit que vous aimiez votre frère? Oui, c'est vrai. Vouliez-vous appeler la police? Absolument pas. Mais nous ne tolérons rien qui ait à voir avec la maltraitance des femmes et des enfants. Non, nous ne tolérons pas ce genre de choses. Ce n'est pas dans ma nature. Oui, monsieur, par nous. Parlez-vous de votre famille? Je parle de moi en général. Le point de rupture, c'était lors de notre dernière conversation quand il a dit qu'il ne me connaissait pas et m'a demandé si je voulais risquer notre fraternité pour ça. Après que j'ai dit que j'allais signaler et appeler la police, il a répliqué « Tu veux mettre en péril notre fraternité pour une plaisanterie ?» Mais ma décision était déjà prise. Ce jour-là, quand vous avez appelé la police, lui avez-vous envoyé un message? Oui. Citation. Je ne peux pas te parler. Je dois rester ferme sur ma décision. Ce que tu m'as dit, ce n'est pas une blague ou quelque chose que tu apprécies. Oui, j'ai parlé à la police car ils devaient le savoir. Si tu mens, tu seras innocenté, sinon non. Je suis désolé, je dois agir pour cette fille et sa famille, pas pour toi et ton égoïsme. Je déteste te perdre, mais je préfère que la famille de la fille trouve la paix. Si tu es innocent, tu n'as pas à t'inquiéter, ils ne trouveront pas son corps. Sinon, ils la trouveront et j'aurai déjà perdu mon frère. Désolé, monsieur, avez-vous envoyé ce message à votre frère? Oui, je l'ai fait. C'était mon dernier message. J'admire énormément cet homme. Ce qu'il a fait est sûrement l'une des épreuves les plus dures de sa vie. Combien parmi nous pourraient agir ainsi dans la même situation? Le tribunal a aussi révélé que Jonathan portait un imperméable jaune le lendemain de la disparition d'Iana. C'est le jour où il a emballé et laissé le corps d'Iana. Il pense que son corps a été transporté dans un camion conteneur rouge qui se rendait à une décharge, où la police a également cherché son corps avec des chiens, mais malheureusement, ils n'ont pas pu la retrouver, à l'exception de quelques sous-vêtements Victoria's Secret qu'ils pensent appartenir à Iana. Ils ont aussi retrouvé ses manuels et d'autres objets. Ils ont remarqué des vautours sur le site de la décharge, ce qui n'est pas inhabituel, mais ils se sont alors demandé si son corps avait été dévoré par les vautours. Ce qui a aussi choqué au tribunal, c'est l'ampleur du conditionnement et de la manipulation de Jonathan sur Iana à seulement 14 ans. Les messages Snapchat récupérés, selon les enquêteurs, montraient qu'il y avait beaucoup de relations sexuelles entre Jonathan et Iana sous le nez de tout le monde. Le détective Billy Abbott a lu ces messages comme « Je veux juste m'assurer qu'il m'est si facile de te laisser tranquille. Au revoir, Iana », ce qui montrait le ton manipulateur et le désir de contrôler Iana. Il a aussi écrit « Je t'aime tellement que je te tuerai puis pleurerai », un mélange troublant d'amour et de violence. Il pensait aussi qu'Iana ne pouvait pas échapper à leur relation, comme le montre la photo qu'il lui a envoyée avec le mot « tricheuse ». Plus encore, il a évoqué des projets d'avenir ensemble lorsqu'elle aurait 18 ans, et il la manipulait avant de finalement mettre fin à sa vie de manière brutale. En prison, 2 codétenus l'ont écouté et enregistré plus de 2 heures de conversation. Voici un petit extrait de ce qu'il a dit, mais cela correspondait essentiellement à ce qu'il avait raconté à son frère, et cela a également été utilisé comme preuve contre lui. Ils ont dit qu'ils avaient analysé l'acide désoxyribonucléique que je leur ai donné et qu'ils l'ont comparé à celui de ce gamin qu'ils avaient déjà trouvé sur sa culotte. Et après que mon acide désoxyribonucléique soit apparu là-dessus, c'est ça qui est vraiment déroutant parce que franchement, pour de vrai, la dernière fois que tu dois dire à quel prix elle s'est fait tuer, Et j'ai vu ma famille, elle est complètement s'effondrer au fil des années. Il y a eu tellement de hauts et de bas. Cette perte a laissé un vide dans nos cœurs qui ne pourra jamais être comblé. Comment pouvons-nous avancer en tant que famille? Nous avons gardé la foi et attendu notre jour au tribunal.
État de Floride contre Jonathan Quelès, affaire 19 cours criminels 7518. Sur la sentence du chef d'accusation, le jury déclare à l'unanimité que l'État a prouvé au-delà de tout doute raisonnable les circonstances aggravantes concernant Jonathan Quelès. 1. Jonathan Quelès a déjà été condamné pour un crime capital ou un crime impliquant l'utilisation ou la menace de violence envers une autre personne? Réponse non. 2. Le meurtre au premier degré a été commis dans le but d'éviter ou d'empêcher une arrestation légale. Réponse oui. 3. Le meurtre au premier degré était-il particulièrement odieux, atroce ou cruel? Réponse non. Beaucoup ont été choqués par cette conclusion, car pour les jurés, étrangler et tirer sur une adolescente enceinte ne semblait pas assez odieux. 4. Le meurtre au premier degré a été commis de manière froide, calculée et préméditée, sans aucune prétention de justification morale ou légale. Réponse oui. 5. IS était particulièrement vulnérable parce que Jonathan Quelès occupait une position d'autorité familiale ou de tutelle sur IS. Oui, le jury juge que Jonathan Quelès doit être condamné à perpétuité sans libération conditionnelle. Signé. Je n'ai pas grand-chose à dire. J'aimerais ajouter 2 ou 3 choses, car c'est ce que je trouve le plus triste dans ces affaires. Ce qui est triste, c'est l'impact sur les gens au-delà de cette salle d'audience. Même si l'État de Floride poursuit John McQuillan, ce tribunal accueillera bien d'autres personnes. Tantes, oncles, grands-parents, cousins, et même du côté de la défense, son frère, ses tantes, ses cousins. De plus, on ne parle pas de ces 5 enfants qui doivent vivre avec ça sans le mériter. Cela illustre l'impact d'une décision pouvant entraîner de nombreuses personnes dans le système judiciaire. Je veux juste ajouter que le témoignage est sorti tôt. La famille l'a su le 3 décembre, puis tout le reste de la famille le 6 décembre pour la dernière grossesse. Elle n'en a eu besoin que le 13 décembre. L'Ancien Testament précise qu'un enfant sera adopté à 22 semaines et 5 jours de grossesse. Et si vous faites le calcul, 6 jours plus tard, le 19 décembre, elle aurait eu 23 semaines et 4 jours. Ce moment où le juge essaie de se ressaisir est peut-être le moment le plus puissant et émouvant de tout ce procès. 2 personnes, ce bébé pouvait ressentir de l'amour et du réconfort, mais malheureusement, à cause de M. Corliss, il a fait en sorte qu'il ressente de la douleur. Mais ce bébé a vraiment eu de la chance. Je trouve un certain réconfort à savoir qu'elle était avec sa mère. Monsieur, tenez-vous avec vos avocats à la barre. Vous entendez le juge lutter pour ne pas pleurer. Commence à prononcer la sentence. Alors, Monsieur Quills, vous avez été reconnu coupable par un jury composé de vos pairs pour le chef d'accusation numéro 1. Vous êtes déclaré coupable sur la base des preuves. Vous êtes condamné à la prison à vie avec une peine minimale obligatoire de 20 ans. Et 37 jours de crédit pour le deuxième chef. Vous êtes coupable. Vous êtes condamné à la perpétuité sans crédit de peine. Le deuxième chef découle du premier. Troisième chef, agression sexuelle. Vous êtes coupable. Condamné à la perpétuité sans crédit, le troisième chef s'ajoute au deuxième. Je vous ai vu comme un homme bien. Jonathan Quelès est désormais inscrit au registre des délinquants sexuels et avec ses peines de prison à vie consécutive, il ne retrouvera jamais la liberté. À l'écran, consultez une autre affaire ou ma playlist d'affaires. Merci.